Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont participé à notre Assemblée générale, à tous ceux qui nous ont rejoints après coup, à nos invités. Et je déclare formellement ouvertes les journées amicales 2022 qui sont consacrées à l'entrepreneuriat. C'est une idée, comme je l'ai dit ce matin, qu'on doit à Michel, qui nous avait mis sur cette piste. Et je passe la parole à celui qui ce matin a été élu vice-président de l'Association des ingénieurs ECAM Lyon-Strasbourg et qui est l'organisateur de ces journées. À toi, Jean. Merci. Merci, Pierre. Donc, on va parler un petit peu d'entrepreneuriat cet après-midi. Alors, on va le faire avec des jeunes, parce que des vieux entrepreneurs, on est tous ingénieurs. Donc, en tant qu'ingénieur, on est tous des entrepreneurs. Et un ingénieur, c'est curieux et entrepreneur par nature. Moi, quand j'étais salarié d'entreprise, j'ai eu mes propres entreprises, j'ai eu ma propre holding, etc. Mais quand j'étais salarié d'entreprise, ce qui me faisait vivre, c'était l'entrepreneuriat, la création, le développement de business ou d'affaires. Donc, un ingénieur, par nature, c'est un entrepreneur. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, les différentes formes d'entrepreneuriat. Alors, on trouve de l'entrepreneuriat sur portage salarial, c'est-à-dire une entreprise qui porte ce qui est le support de l'entrepreneur, sur lequel l'entrepreneur en lui-même effectue ses missions et dépend d'un portage salarial. Ensuite, il y a l'entrepreneuriat que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est-à-dire qu'on va créer une holding et on va racheter ou compléter des entreprises. Donc là, on peut créer des petits groupes, des petits groupes d'entreprises sur différents domaines. J'aurais tendance à dire que cet entrepreneuriat, il faut le faire dans ses domaines de compétences. Quelqu'un qui n'y connaît rien en informatique, je lui déconseille de lancer une entreprise dans ce style sur de l'informatique. Donc le métier d'ingénieur ECAM a permis à beaucoup d'entre nous, et à des très anciens, de développer des entreprises au travers de cette forme d'entrepreneuriat. Ensuite, l'autre forme d'entrepreneuriat, c'est la création, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin au départ de beaucoup d'argent, mais par contre, on a besoin d'idées. Si on n'a pas les idées, il ne se passe rien. Donc les idées, ça peut être une idée géniale. Je ne citerai pas des entrepreneurs qui ont eu des idées géniales, Bill Gates par exemple. Donc il y a quelques ECAM qui ont eu des idées géniales aussi. Donc ça, c'est l'entrepreneuriat création, dans lequel au fur et à mesure, après, on va lever des fonds, développer l'entreprise et peut-être à terme la revendre. Donc il y en a beaucoup parmi nous. Je sais qu'il y en a ici dans cette salle qui ont fait ce passage-là. Donc voilà globalement les formes d'entrepreneuriat. Mais j'ai tendance à dire, et tous ceux qui me connaissent au niveau de l'association, tout ça, ça commence au berceau. Alors pour moi, le berceau, c'est l'école. C'est-à-dire que si on n'a pas conscience, quand on est à l'école, qu'on est inclus dans un réseau d'ingénieurs, que l'association, les alumni, c'est des gens qui sont là pour aider, apporter des valeurs, compléter des choses. On n'a pas tout compris. Mais ça, pour le comprendre, il faut que ça soit à l'intérieur de l'école, au berceau. C'est pour ça que j'appelle le berceau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vont intervenir 2 membres du club des entrepreneurs de l'école. Et ils vont nous expliquer que dès le berceau, dès la première année, vous êtes au berceau. Que vous le preniez bien ou mal, c'est ça. C'est pas parce qu'on a fait Maths Sup et Maths Spé qu'on n'est pas au berceau. Donc, on va demander à 2 jeunes qui nous expliquent comment ils ont monté leur club d'entrepreneurs, le club Genius. Qu'est-ce qu'ils vivent dans ce club? Comment les répercussions que ça a au niveau de leurs camarades d'école, quelle que soit la filière, la promotion, etc. Et puis, nous citer 2-3 exemples, par exemple, de projets que vous menez. On vous écoute. Merci. Ok, bonjour à tous. Merci beaucoup déjà, Jean, de nous avoir invités. Je vais vous présenter le berceau, du coup, avec Maël. Donc, moi, je suis Théophile. Il y a une mise à jour sur le programme. Théophile, je suis trésorier du Club Entrepreneur et du coup, cofondateur. On l'a créé cette année. Et voici Maël.
Donc bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Moi c'est Maël Guigné, je suis le secrétaire général de ce club Genius et on va vous raconter un peu comment on a eu cette idée de créer ce club entrepreneur. Donc il faut savoir que l'entrepreneuriat, donc je vois qu'il y a à peu près des promos 80, 90. C'est quand on sortait de l'école, c'était pas quelque chose d'évident. Aujourd'hui c'est beaucoup plus ancré dans les esprits l'entrepreneuriat et on souhaite mettre à disposition un service d'accompagnement. Donc on a remarqué qu'à l'ECAM, dans notre école d'ingénieurs, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations, et ces idées, elles méritent de voir le jour. Sauf que c'est très vague l'entrepreneuriat, on ne sait pas toujours par où commencer. Et donc une des premières missions de Genius ECAM La Salle, c'est d'accompagner ces idées, d'accompagner le début, et après, pourquoi pas se tourner vers des organismes plus professionnels comme Tech 360. Mais nous, on intervient vraiment au début de l'idée. Un autre de nos objectifs, c'est de sensibiliser à l'entrepreneuriat. Donc on souhaite faire des conférences là-dessus. On souhaite apporter des compétences clés dans le domaine, que ce soit du marché, de la finance, tout ça. Des compétences qu'on ne retrouve pas toujours à l'école et qui sont pourtant essentielles, qu'on entreprenne ou pas plus tard. Ça sert toujours dans la vie professionnelle. Donc là, on est ici chez les alumni, et donc on a tous conscience de l'importance du réseau, et enfin la force même d'un réseau. Et nous, on a aussi un peu cette force dans le sens où on a rejoint cette année Genius Global. Donc c'est une association à l'échelle française qui fédère les associations d'entrepreneuriat étudiants à travers la France. Donc il y a 25 écoles et il y en a 4 à Lyon. Donc c'est pour ça que nous, on s'appelle Genius ECAM La Salle. Donc voilà, on est une antenne lyonnaise de Genius Global. Et donc c'est une grande chance d'avoir rejoint ce réseau, et on en prend conscience. On prend conscience de l'importance d'un réseau parce que ça nous apporte plein de choses, du conseil, beaucoup de conseils, en fait, beaucoup de partage. Et donc voilà, c'est une grande force pour nous. Donc voilà, maintenant on va arriver un peu sur le concret. Donc tu nous avais demandé quelques exemples de clubs, de start-up. Donc je peux vous parler par exemple de Rémi. Rémi, c'est un étudiant en 2e année. Et lui, ça a toujours été quelqu'un d'assez bricoleur. Il travaillait beaucoup dans les Fab Labs, il construisait de ses mains. Et lui, ça lui est venu l'idée de se dire, allez, je vais fabriquer une extrudeuse plastique. Alors une extrudeuse plastique, c'est une petite machine dans les 200 € qui recycle le fil plastique le fil en plastique, des imprimantes 3D. Et donc il a créé ça de toutes pièces, il a commercialisé, donc c'est quelque chose qui fonctionne maintenant. Et donc lui, il a rejoint le club et on a pu le conseiller, lui apporter certaines choses. Alors de notre humble opposition, parce qu'on n'est pas des vrais entrepreneurs, on est tout jeunes, mais voilà, on l'a aidé, on l'a accompagné. Et tu peux peut-être présenter une deuxième. Ouais. Allez. Donc quand on est étudiant, c'est bien parce qu'on a beaucoup de temps, on a beaucoup d'énergie à consacrer. Et quand on n'est pas étudiant non plus aussi. Hein. Et du coup, on a 2 membres de Genius qui sont venus en début d'année, qui avaient cette volonté d'entreprendre, de faire, de créer, et qui n'avaient pas encore l'idée. Et l'idée, elle est venue dans l'année. Elle est partie du constat que manger, ça pouvait, la pause du midi, c'était court, et aller chercher son repas, ça prenait du temps. Ils ont donc voulu mettre en place des étuves chauffantes avec des casiers individuels où le midi, on vient récupérer son plat et en quelques secondes, on a un plat de qualité chaud. Donc ça, c'est l'idée qu'ils ont eue. Et pour cela, ils ont commencé avec une semaine de tests. Et ils ont analysé le marché, tout ça. Et durant leur semaine de test, ils ont déjà fait plus de 200 ventes de repas. Donc c'est très satisfaisant de voir l'évolution d'un projet quand on voit qu'on part d'une idée simple et qu'on arrive à quelque chose de concret, à de la vente, à du résultat. Et aujourd'hui, maintenant, ils travaillent sur leur prototype d'étuve. Donc voilà, c'était 2 parmi les maintes projets qui sont hébergés par le Club Entrepreneur de l'ECAM. Maintenant, on a un club pour nous, donc on accompagne les projets, mais on a aussi un club pour l'établissement, on a un club pour l'ECAM. Et un autre objectif, Maël l'a dit, c'était de sensibiliser à l'entrepreneuriat et de partager, essayer de motiver les élèves à nous rejoindre, à créer leur start-up, parce que c'est hyper bénéfique. Enfin, on en parlera, mais c'est bénéfique d'être entrepreneur, ça a plein d'avantages, surtout quand on est étudiant. Et donc on a créé plusieurs événements à partager avec l'ECAM. Donc d'abord, on a eu une conférence en début d'année où on a présenté, la conférence c'était comment entreprendre à l'ECAM, pourquoi entreprendre à l'ECAM. Donc ça a été une vraie réussite, on a eu plein de monde, beaucoup de professeurs, des alumni, c'était un beau moment de partage, c'était super. Et on a aussi créé le Démo Day, vous pouvez voir c'était un t-shirt du Démo Day. Donc le Démo Day c'était le gros événement, l'événement phare un peu de cette année, c'était un concours de pitch. On avait
plein d'élèves de l'ECAM qui venaient avec des projets, qui ont dû pitcher leur projet devant un jury et les élèves de l'ECAM, et des professeurs, etc. Et après, voilà, il fallait lire le meilleur pitch, celui qui a le plus convaincu. Et d'ailleurs, du coup, ça me permet d'en venir à pourquoi on est là et pourquoi on discute avec vous, les alumni. Mel, je t'invite à te retourner. Donc ici, on a tous les sponsors et les partenaires un peu qui ont aidé à ce projet. Et vous allez comprendre pourquoi vous êtes concernés. On a Prime Engineering, par exemple. Le directeur de Prime Engineering, c'est un alumni, un ancien ECAM. Qui fait partie du conseil d'administration. En plus, ouais. Et attends, alors c'est pas terminé. Attends, il belle carrure. Hein. On a Little Bill, c'est une start-up qui est hébergée à Tech 360. On a encore Adelink, qui est aussi tenu par un alumni. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que c'est grâce à vous que cet événement a eu lieu. C'était super, c'était une belle réussite. Tout le monde a apprécié. Et bah, c'est grâce à vous, vos connaissances, Jean, tu étais là aussi, tu étais dans le jury. Vous avez pu apporter plein de choses, des conseils, etc. Et c'était un super bel événement. Et donc, je suis très heureux d'avoir partagé ça avec vous. Et voilà. Et donc, Maël va vous parler un petit peu de ce qu'on compte faire avec vous pour plus tard, pour terminer. Donc pour la première année du club, on est vraiment très content de ce qu'on a pu apporter. On a vu, de par les retours qu'on a eu, le nombre de personnes à nos événements, que ce club est vraiment justifié. Il a sa place dans l'école et on souhaite voir plus grand pour l'année prochaine, faire toujours plus d'événements, organiser plus de choses. Donc on veut faire des conférences, on veut mettre en place du mentoring, on veut faire des ateliers de créativité, tout ça. Bref, les idées ne manquent pas. Et pour ça, on a besoin de vous, on a besoin de la richesse du réseau ECAM Alumni. Et on espère pouvoir échanger, pouvoir partager des expériences. Et voilà, autour de l'entrepreneuriat. Je vous remercie et on répondra avec plaisir à vos questions. Je vais les provoquer. N'hésitez pas à leur poser des questions. Hein. Oui, j'ai deux questions sur les deux projets dont vous avez parlé. Le premier, c'est un sujet de recyclage des fils, enfin, si j'ai bien compris. C'est ça. Des filaments qui sont utilisés sur les imprimantes 3D pour refaire du filament, c'est ça. Hein, c'est ça. C'est-à-dire vous le repassez dans une filière, etc. Ok. Bah c'est bien. Enfin, et Genius, mais cette idée-là, effectivement, est intéressante. Dans le deuxième cas, c'est effectivement une étuve pour des plats, pour présenter des plats chauds. Il y a tout, enfin, dans l'alimentation et entre autres et restauration collective, il y a des conditions sanitaires qui sont extrêmement importantes. Est-ce qu'ils en ont tenu compte, voilà, ou est-ce que c'est pour l'instant au niveau de projet? Parce que moi j'ai été président d'une société de restauration, c'est extrêmement contraignant quand même, et il ne faut pas s'aventurer comme ça sans le savoir. Voilà. Merci. C'est carrément, car c'était un des plus gros problèmes en fait, un truc qu'on s'y attendait pas trop. Il y a énormément de normes là-dedans, et donc on en a discuté, chacun a apporté un peu ce qu'il savait. Et par exemple, du coup, il devait le transporter à une certaine température. Et si ça passe en dessous de la chaîne du chaud, alors j'ai pas les termes, je suis pas dedans, mais en dessous de 60 degrés, c'est à la chaîne poubelle. du chaud. La chaîne du froid, il ne faut pas qu'elle soit coupée, voilà. Mais la chaîne du chaud aussi, c'est extrêmement important là-dessus. Oui. Voilà. Et la traçabilité, c'est dingue, la traçabilité sur les plats. Voilà. Enfin, C'est pareil pour l'aéronautique. Hein. Les gars qui sortent actuellement des drones taxis électriques, ils ne se rendent pas compte. Il faut entre 10 et 20 ans pour homologuer un aéronef commercial. Donc il y a des... Bon, il y a des idées qui sont bien, mais elles ne tiennent pas la route au niveau des règlements. Et ça demande... il faut durer 10 ans pour homologuer un drone taxi. Je suis désolé, mais c'est moins d'un fric fou. Hein. Ouais. Voilà, c'était juste une réflexion en passant. Mais du coup, ça montre aussi un peu le côté pluridisciplinaire de l'entrepreneuriat. Vous mettez bien le point dessus, dans le sens où c'est pas qu'il y a de la technique, c'est sûr, un petit peu parfois il n'y en a pas aussi. Mais voilà, il y a beaucoup de travail. En fait, on a heurté tellement de problèmes d'un point de vue, je sais pas, des normes, des législations, d'un point de vue commercial. En fait, on apprend tellement plein de choses qu'on n'apprend pas au sein de l'ECAM, parce qu'on est quand même très axé technique, scientifique. On apprend tellement de choses que c'est hyper gratifiant, quoi. Donc voilà. Si je peux rajouter un mot, on a aussi une autre start-up qui s'est créée récemment, s'appelle Vibely, et c'est le nouveau réseau social de la vie étudiante. Et donc, il devait sortir sur toutes les plateformes de téléchargement en début d'année. Sauf que avec les normes dont on parlait, notamment la loi RGPD,
pour l'application, ça a rajouté 1 an de contraintes et de développement supplémentaires. Donc ça montre vraiment l'importance de toutes ces normes à respecter et que dans les délais, c'est compliqué de tout prendre en compte, quoi. Pardon, j'avais une question aussi. Est-ce que vous travaillez avec d'autres étudiants d'autres écoles? Est-ce que vous vous formez ensemble ou est-ce que vous échangez? Et puis, est-ce que vous travaillez avec vos voisins directs nommés Made in, quand même, qui font de l'entrepreneuriat dans leurs études? Pour un certain nombre, en tout cas. Je travaille à Sainte-Marie-Lyon, je vous le dis quand même. Des fois que... alors, Made in, ça me dit pas grand-chose. Mais en tout cas... Art, design, entrepreneuriat. Et Ok. le site de Sainte-Marie-Lyon, les archives départementales mitoyennes chez vous. Ok, très bien. Bah, on serait ravis de travailler avec vous. Mais c'est sûr que donc là on vient d'être créé, c'est encore assez neuf, mais oui on travaille un petit peu avec les autres grâce à Genius Global. Donc notre réseau, on a pu faire des after work et rendre visite à des gens de l'EM Lyon, rendre visite à des gens de Centrale. Donc ouais, alors oui on travaille un petit peu avec eux, mais pas encore assez. Mais c'est des perspectives d'amélioration. Moi, une dernière remarque. Je trouve que c'est très bien le mentoring parce que justement, ça vous permet de vous ouvrir à des gens qui ont déjà de l'expérience ou qui ont déjà monté des projets sur ce que vous voulez développer et qui évitent effectivement de patauger longtemps sur ces trucs-là. Donc, c'est très bien de développer ça. Et vraiment, c'est à mon avis essentiel si vous voulez avancer et que les projets débouchent. Voilà. Merci. Oui, moi j'ai deux réflexions. Le premier, c'est que bon, vous êtes ingénieur, c'est bien, mais il vous faut des presque. Bon, c'est pas loin. C'est une question de. Comment? Moi, ce que je trouve d'extraordinaire quand je les rencontre, c'est qu'ils ont une maturité. Ils parlent bien. Ah, mais ils ont une maturité. Mais oui. Nous, on était plus inquiets du prochain match de rugby que de savoir si on allait créer une entreprise sur je ne sais quoi. Hein. Donc, non, ils ont une maturité extraordinaire. Alors, j'en viens à ma question, là. Quand on a 20, 21 ans, à peu près, non? C'est ça. Ouais, bon. Eh bien, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de créer sa boîte? Parce qu'on pourrait aller se la couler douce dans un grand groupe, filer dans la fonction publique. Alors, pourquoi la start-up? Parce que la start-up, c'est les horaires à n'en plus finir, c'est un salaire de misère, c'est des soucis par-dessus la tête. Alors, pourquoi? En effet, là, c'est pas très bien vendu dans ce sens-là, mais ça a énormément d'avantages. C'est la vérité. Et c'est la vérité, c'est carrément la vérité. Mais, je pense que, sincèrement, alors, même, c'est pas vraiment à titre personnel parce que j'ai pas encore de projet, mais je rêve d'en avoir un. Mais c'est tellement gratifiant de partir de rien et de créer quelque chose de soi-même. Je pense que dans la vie, il n'y a rien de plus gratifiant de créer. C'est l'aventure. Voilà, c'est l'aventure. C'est le goût de l'aventure, le goût du risque, l'adrénaline. Alors, j'ai une autre suggestion. Si ouais, vas-y. Je peux rajouter, entreprendre, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien, que ce soit même dans un grand groupe. On entreprend, on intraprend, ça se fait de plus en plus ce terme. Et déjà, rien qu'en créant ce club, on a entrepris d'une certaine manière. Et c'est voir nos projets, voir le jour justement, qui est très gratifiant, qui est très enrichissant. Et je pense que c'est pour ça l'entrepreneuriat. D'accord. Faire de l'argent, ça vous intéresse pas? Donner du sens à votre existence non plus? Protéger la planète? Tout ça. Mais allez-y. Oui, bien sûr, tout ça. Bon. Je vais les aider un peu. Oui, vas-y, merci Jean. Tout petit peu. Je peux vous dire que ces jeunes, ils savent ce que c'est qu'un président d'association, un secrétaire, un vice-président et autres. Et ils ne seront pas surpris quand ils vont prendre la présidence de l'Alumni ECAM dans quelques années. Ils sont plus, entre guillemets, ils en savent plus que tous certains membres de notre conseil d'administration. Voilà. Donc, ne serait-ce que ça, c'est une réussite. Ils vont te remplacer, Jean. Tout de suite. Ils vont te remplacer. Alors, moi, j'avais une autre suggestion. Bon, vous êtes ingénieur, on m'a dit bientôt, pas encore. Enfin bon, peu importe, c'est une question de temps. Bon, maintenant, vous démarrez votre start-up. Ce qui pêche dans les start-up, c'est le go-to-market. C'est comment on adresse le marché. Et ce qui me paraît important, c'est de vous associer avec des marketeurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des mecs de marketing, des écoles de commerce. Bien qu'en école de commerce, on fasse plus de commerce. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Pour des gens qui ont une sensibilité, comment adresser la clientèle, les réseaux sociaux, le SEO, le machin, enfin, tout ça. Est-ce que ça, vous y avez pensé? Alors, on y a pensé. Mais alors, les projets, ils sont quand même à petite échelle. Alors, c'est souvent assez local. Par exemple... on a une superbe start-up, petit exemple, qui s'appelle Zipzag, et il crée une machine-outil à 40 000. Alors c'est vraiment, c'est un très très gros projet, quoi. C'est des travail à temps plein depuis 2 ans,
Donc voilà, c'est assez local parce qu'ils travaillent avec les cams et d'après la phase de prototypage, là on entre dans la phase marketing. Et là il y a du travail, c'est sûr. Et les autres projets, par exemple là on parlait de Food Locker. Food Locker c'est pareil, c'est encore à l'échelle locale. Mais pour passer la phase un petit peu de marketing, enfin la phase commerciale, bah oui, là on est obligé de s'associer, c'est sûr. Et c'est grâce à ça aussi, grâce à Genius Global, on peut parler avec les gens de l'EM Lyon, ils peuvent nous aider. Et grâce au mentoring, parce qu'en fait vous tous, vous êtes tous ingénieurs, mais vous êtes tous une firme très commerciale aussi. Et c'est aussi vous qui pouvez nous aider à nous accompagner, nous conseiller là-dessus. Mais en fait, on a un réseau gigantesque avec les alumni, on a un réseau gigantesque même le réseau entrepreneur de manière générale, il est énorme. Alors tu peux nous en dire quelques mots dessus, je pense, parce que Maël, alors j'ai pas de start-up, mais Maël a un petit début de start-up et en gros il y a plein de forums, il y a plein de choses et tout. En fait, c'est très dans le milieu entrepreneuriat, c'est fou, mais il y a un soutien énorme. Je veux dire, on a besoin d'un conseil et les gens sont toujours là pour venir t'aider. C'est exceptionnel pour ça. Donc je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes là-dessus. J'espère. Donc d'autres questions? Oui, c'était une réflexion plus qu'une question. Je pense que ce discours s'adressant pas aux deux qui sont déjà vaccinés, mais aux autres ingénieurs ECAM, ou élèves ECAM élèves ingénieurs qui sont pas là, c'est qu'en fait, je pense que le diplôme ECAM, si toujours bon, doit être un plan B. Le plan A, c'est créer sa boutique avec des copains ou des gens avec qui on se sent bien. Et de toute façon, si on se casse la gueule, c'est pas de souci, il y a le diplôme derrière. Et après, on peut intégrer une filière classique. Donc, je pense que l'ingénieur ECAM qui directement file à EDF, il fait une connerie monstrueuse. Et EDF, vous voyez ce que je veux dire, hein. En plus, EDF, qui est vraiment la boîte... je parle pas d'Areva, qui est encore plus pourrie. Maintenant, ça s'appelle Orano, mais c'est pareil. Hein. C'est l'école du mensonge. Bon. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, hein. Je peux argumenter, hein, et donner des exemples précis. Donc, le plan A, c'est la start-up avec des copains. Et le plan B, c'est vous vous prostituez sur le marché du travail, comme les autres. Voilà. Bon, je te remercie. J'ai commencé ma carrière chez Framatome, donc je l'ai pourri. Bon, mais j'y suis pas resté. Hein. Bon, voilà. Ouais, donc, d'autres questions? Oui, Pierre. Moi, je voudrais faire 2 commentaires personnels. Déjà, Maël, quand tu as dit qu'on peut entreprendre au sein d'une grande entreprise, au sein d'une administration, je dis 1000 fois oui. Il faut y croire. Et on peut effectivement changer les choses, donner du sens. Et les aptitudes que vous développez à travers ce club peuvent très bien vous préparer à être des créateurs d'entreprise ou à être des intrapreneurs, comme tu le disais. Il y a un deuxième commentaire que je voudrais faire. Alors ça, c'est plus ce que je dirais à mes enfants. C'est-à-dire que c'est super, durant les études, de faire autre chose que le pur académique, de s'ouvrir l'esprit, de s'ouvrir à d'autres. Il ne faut pas non plus se tromper et se disperser. C'est-à-dire que, à mon sens, il faut profiter de ces années privilégiées pour être un bon ingénieur, être ouvert à tout le reste, sachant que tout ce qui est marketing, on a du temps pour l'apprendre après. Alors, il y a des exemples des Bill Gates ou des gens qui ont même interrompu leurs études, qui sont devenus des entrepreneurs, mais ceux qui se dispersent et qui ne réussissent pas à être un bon ingénieur ne seront pas forcément des bons entrepreneurs. Donc, il faut le faire avec raison. Enfin, c'est ce que je ressens personnellement, tout en disant que c'est super ce que vous faites. Et la façon dont vous en parlez. Bon. Est-ce qu'on peut... Oui, on va... Juste, moi, j'aimerais que vous puissiez dire un mot sur vos besoins pour cette rentrée. Oui. Parce qu'on est là aussi pour les entendre, en fait. J'allais y passer. Et bah, du coup, nos besoins, c'est vraiment renouer ce lien entre ECAM Alumni et les élèves, parce que je pense qu'on a à s'apporter dans les deux sens. Et du coup, pour tout ce qui est mentoring, des conférences sur des sujets précis, comme, je sais pas, faire une étude de marché, tout ça, on aura besoin de vous. Du coup, ça va être plus besoin de vos temps, de vos compétences, de votre expérience et tout ça. Voilà, en espérant pouvoir échanger. Donc nous, on est vraiment là pour faire le lien aussi entre vous et les élèves, parce que là je pointais du doigt intergénération, mais c'est dommage qu'on devienne alumni, en tout cas qu'on ait un contact avec l'alumni qu'en sortant de l'ECAM. Je pense que ce contact, il serait tellement bénéfique de l'avoir dès l'entrée en prépa à l'ECAM. Merci. Voilà, et je pense que les étudiants demandent que ça aussi. Donc voilà, si on peut essayer de travailler ensemble, ce serait super. Je pense que ce serait super.
En tout cas, sur le site internet ECAM Alumni, on leur ouvre un espace. On va leur dédier un espace voilà, sur lesquels ils pourront vous donner de l'information, s'exprimer sur leur projet, etc. Et puis je rajouterais que s'il y en a parmi vous qui veulent, comme ils l'ont indiqué, faire une conférence d'1 heure ou 2 sur des sujets que vous verrez ensemble, je pense qu'ils attendent que ça. Hein. Donc si vous avez 1 heure ou 2 à leur consacrer en dehors du déplacement, venez. Et vous allez voir, parce que là, vous avez 2 spécimens, mais les 20 autres sont tout aussi extraordinaires. Donc pour répondre à ta question, en disant est-ce que c'est promu dans les études ? Oui, forcément. La direction générale des CAM-LaSalle, elle parle de l'entrepreneuriat. Par contre, il y a des profils, ce qu'un peu a voulu signaler Pierre, il y a des profils qui ne sont pas du tout des profils d'entrepreneurs, hein, et qui se retrouvent très bien. Alors, je ne vais pas citer d'entreprise, hein, parce qu'après, mais qui font des super carrières dans des tas d'entreprises, et puis qui sont entrepreneurs à leurs échelles. Hein. Donc voilà, je pense. Bon, Bernadette. Je disais par l'intermédiaire donc du site, mais aussi d'une autre façon, il faut faire par l'annuaire, oui, voir les besoins que vous avez, les mettre pour qu'on puisse le savoir, soit par des mailings, des choses comme ça, quand vous avez besoin de contacts, informations, marché, ou de quelqu'un de spécialisé dans un domaine. Ou utiliser l'annuaire aussi. Je vais te répondre. Alors, l'utilisation de l'annuaire, on leur a expliqué, donc il faut peut-être continuer à expliquer. Mais par contre, on vient d'acheter au niveau de l'association un module qui s'appelle Petites Annonces sur NetAnswer. Donc, ils pourront utiliser le module petit. Il faut savoir qu'on n'avait pas le module Petites Annonces. Donc, recherche chambre, recherche mentor. Donc, on vient d'acheter ce module-là. Alors, je parle sous contrôle de Pierre et de Vanessa. Donc, on va mettre en route ce module et un élève pourra tout à fait passer une petite annonce ou un club pour dire on recherche un intervenant ou je ne sais quoi sur je ne sais quoi. Oui, je voulais juste... Je voudrais intervenir sur le sujet parce que les espaces sur les sites, c'est très bien, les réseaux sociaux, c'est très bien, les mails, c'est très bien. On est submergé de tout ça. On a plein de travail dans notre vie active. Vous le verrez très vite, vous serez très vite submergé. On n'a pas tellement le loisir, le souhait ou autre de passer notre temps sur les réseaux sociaux. Il y a un outil qui est peut-être antédiluvien et qui est très peu utilisé, et je le regrette, c'est simplement le téléphone et l'annuaire. Moi, je suis délégué de promotion. Je ne suis jamais appelé par des élèves ou des jeunes débutants, alors que moi, je connais tous les gars de la promo, je connais tous de ce qu'ils font. Si on me demandait de l'aide, je serais aiguillé très facilement. Et je ne suis jamais sollicité, ni pour un stage, ni pour un emploi, ni pour une idée, ni pour rien du tout. Et ça, c'est 10 000 fois plus efficace que de mettre une petite annonce quelque part que personne ne va jamais lire. Parce que moi, quand on m'appelle, je vais répondre tout de suite. Ou si je ne peux pas, je dis écoute, je te rappelle demain au numéro, je te rappelle ce soir. Et là, tout de suite, on a la réponse. On n'a pas besoin d'attendre. Et si vous tapez sur les délégués de promotion, c'est-à-dire les gens qui sont engagés, ou délégués d'associations ou autres, eux, ils vont vous répondre. Et vous aurez tout de suite du lien. Voilà. Donc, n'oublions pas, il y a ça aussi qui existe. C'est sûr que c'est très vieux jeu, mais ça existe et ça fonctionne. Mais je vais juste rajouter, parce que j'ai un peu l'impression d'être à la clé de voûte entre 2 générations. Déjà, pour les générations qui mettent leurs petits-enfants à l'ECAM, il y a des cours de marketing maintenant à l'ECAM. Voilà, non, c'est gratuit. Et le téléphone, moi en entreprise, j'ai énormément de mal à savoir comment communiquer avec les gens. Il y a des gens qu'il faut adresser que par mail, d'autres que par téléphone, et d'autres par SMS, etc. Et la façon de communiquer, on n'a pas tous la même, et c'est pas facile, mais on va s'en sortir. Hein. Mais voilà, mais faites comme vous pouvez. On s'ennuie pas, mais je vous propose qu'on avance parce que on va mettre à l'honneur quand même Tech 360. Donc, je tiens à vous remercier 1000 fois. Hein. Et je répète, je me fais aucun souci pour vous. Vous avez le charisme, vous avez la volonté, vous avez tout ce qu'il faut. Et en plus, vous imitez l'âme et on sent que c'est au fond des tripes. Et ça,
Un recruteur, il ne regarde pas le visage ou il ne regarde pas le CV, il regarde les yeux en voyant si on a envie. Si vous avez envie, ça va marcher. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bon, merci aux élèves. Donc, on va continuer notre conférence en mettant à l'honneur l'incubateur d'ECAM La Salle, qui s'appelle Tech 360. Donc, je vais laisser la parole à Jean-François Doniquian de la 84, qui va vous présenter ce que c'est que l'incubateur, ce que c'est qu'un incubateur tout court, parce que ça peut-être que des gens qui ne connaissent pas. Et puis, en particulier, l'incubateur Tech 360 de l'ECAM. Voilà, Jean-François. Merci, Jean. Je vous ai préparé une petite présentation pour vous présenter Tech 360. Donc, Tech 360, c'est l'incubateur d'ECAM La Salle. C'est quoi un incubateur? C'est un endroit, c'est un outil qui va permettre de faire grandir des entrepreneurs et leurs projets de façon à ce qu'ils passent de l'idée, de l'idéation, comme on dit, jusqu'à la création de l'entreprise et la création de leur premier chiffre d'affaires. Donc, je suis Jean-François Doniquian, je suis ECAM 84 et j'ai rejoint l'incubateur il y a 1 an. L'incubateur a été créé par Dominique Hubert qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui. Dominique a monté l'incubateur il y a 5 ans à peu près avec Didier Desplanches, enfin Dominique, oui. Et donc, vous allez voir ce que c'est maintenant. Alors, un incubateur, ça fait quoi? Ça fait principalement 4 choses, en tout cas en ce qui nous concerne. La première chose, c'est qu'on accueille, on vient auditionner un certain nombre de porteurs de projets qui nous présentent leurs projets, qui nous présentent leur marché, leur technologie, etc., etc. Et à partir de ces éléments-là, avec 1, 2, 3 réunions avec différentes personnes de l'incubateur ou externes à l'incubateur, nous allons prendre la décision de les accueillir au sein de l'incubateur ou de ne pas les accueillir, puisqu'on refuse un certain nombre de projets. Alors, qu'est-ce qu'on leur propose en premier? C'est un accompagnement, et cet accompagnement prend la forme d'un mentorat qui dure toute la période d'incubation. Donc l'incubation, pour nous, c'est maximum 2 ans à Tech 360. Et pendant ces 2 ans, un mentor va les voir 1 fois par mois. Il y a d'ailleurs des gens que je mentore dans cette salle. On va se voir 1 fois par mois. Et on va écouter, bien sûr, poser des questions désagréables, les questions auxquelles les incubés n'ont pas pensé, parce que tout simplement, on a un peu plus d'expérience. On a surtout, au-delà d'expérience, on n'est pas la tête dans le guidon. Et comme on n'est pas la tête dans le guidon, on a la possibilité de prendre du recul et d'essayer d'imaginer le coup d'après ou le coup encore suivant. Donc il y a cet accompagnement sous forme d'une vingtaine de réunions pendant 2 ans. Il y a point 2, et c'est la grande force de Tech 360 par rapport aux autres incubateurs qui se trouvent sur la place lyonnaise, parce qu'il faut savoir qu'il y a vingtaine d'incubateurs sur la place de Lyon. Il y en a beaucoup. La plupart des écoles ont créé un incubateur, plus des incubateurs privés, plus des incubateurs publics, etc., etc. Donc il y a un foisonnement énorme, et c'est très bien. Et la grande force qu'on va avoir à Tech 360, c'est qu'on dispose des ressources de l'ECAM. Et ça, c'est merveilleux, à travers deux choses. On a les Fab Labs, on a tous les outillages, tout ce qui existe au niveau de l'école et auquel les incubés peuvent avoir accès. Et puis, on a aussi ce qui s'appelle maintenant les PRD. Alors, vous êtes sans doute à peu près de la même génération que moi. Moi, ça s'appelait un stage de fin d'études. Mais donc, on a la possibilité de mettre à disposition des incubés 2 étudiants pendant 6 mois, de façon à travailler sur un pilote, une preuve de concept, un test quelconque, etc. En tout cas, une validation. Et ça a une valeur très forte pour aider à faire avancer un projet. Troisième chose, on a un magnifique hébergement. Donc vous savez ou vous ne savez pas d'ailleurs, mais Tech 360 est basé en face de Fourvière, dans les anciens locaux de l'évêché. Et on dispose du 3e étage, 4e étage, 3e étage. Donc on a un plateau de 500-600 mètres carrés. Très start-up, c'est du grenier, il y a encore les casse-courriers, des curés, etc. Mais on a un bon Internet, on a de l'électricité, on a du café, on a des tables et des chaises.
Et c'est super. Et on a, je crois que je l'ai mis d'ailleurs, un lieu d'exception. On a la plus belle vue sur Lyon pour travailler. Et enfin, grâce à Dominique, puisque Dominique a créé l'incubateur, et Dominique n'est pas ECAM, il est banquier, il était banquier, et donc un support extrêmement important dans l'accompagnement de nos incubés sur la recherche de financement, puisque c'est, on va dire, un des nerfs de la guerre, si ce n'est le nerf de la guerre. Et donc l'accompagnement dans les concours de pitch, dans la recherche de subventions, la recherche de financement, et vous allez voir un certain nombre d'autres choses que je suis en train de développer avec Dominique. Alors, cette histoire de 5 ans a donné lieu à l'accompagnement d'une trentaine de startups. Alors j'ai mis, je suis désolé, j'avais pas assez de place, j'ai pas mis tout le monde, donc j'espère que qu'il n'y aura pas trop de vexés. J'ai mis au moins les 3 qui vont pitcher après moi. Donc, Pentup, Common, je trouve pas, et RefBike, voilà, il est sous Common. Donc, une trentaine de projets qui ont été accompagnés en 5 ans. On a en ce moment 8 ou 9 projets qui sont incubés dans les locaux, qui sont accompagnés. Donc, certains viennent souvent, tous les jours, d'autres viennent de temps en temps, se servent de ressources, se servent pas de ressources, etc. C'est vraiment un service à la carte et chacun avance à sa vitesse. On peut dire également que sur l'incubateur Tech 360, on n'a pas une vocation mercantile. Le but est véritablement d'accompagner des entrepreneurs vers la création d'entreprises. Donc les conditions économiques dans lesquelles l'accompagnement se fait est extrêmement favorable. Je ne sais pas si c'est votre avis, mais en tout cas, il est extrêmement favorable à notre sens. C'est-à-dire que l'incubation coûte 5 000 € par an, et donc 10 000 € pour 2 ans, si je calcule bien. Et surtout, ce qui est important, c'est que cette somme n'est versée à l'ECAM que dans la mesure où l'entreprise connaît le succès. Alors, connaître le succès, il y a 2 règles que je vous livre à peu près. C'est faire 200 000 € de chiffre d'affaires au bout de 2 ans, ou c'est d'avoir levé au moins 300 000 € d'argent dans le financement de sa boîte. Donc voilà, il y a une sortie d'incubateur. Cette sortie d'incubateur, elle se fait par le haut. Eh bien, l'ECAM reçoit le loyer de l'incubation. Ça ne marche pas. Eh bien, écoutez, on se quitte bons amis. 5 000 € par an pour des locaux, pour de l'Internet, pour du mentorat. Vous faites un mentorat par n'importe qui, c'est 1 000 balles la journée. Il y a 20 journées pendant 2 ans, on est déjà à 20 000 €. Un PRD, ça coûte 10 à 15 000 €. On a une valeur de service qui, à minima, plus bien sûr un poste de travail. Un poste de travail sur le marché, ça coûte 150 € par mois. La position, si la plupart des startups ont des alternants, donc il y a facilement 4-5 positions. Vous voyez qu'on est sur un budget de ce qui est fourni en termes de prestations qui est très largement supérieur à ce que les incubés payent, même en cas de succès. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'accompagner des ECAM alumni, mais aussi on est ouvert à toute origine de créateurs. L'incubateur n'est pas réservé aux ECAM, mais vraiment ouvert à tout le monde. Cet accompagnement se fait donc avec une cible prioritaire, et c'est la culture de l'ECAM, de dire on veut des projets plutôt technologiques. La raison d'être, on ne va pas particulièrement aller chercher des projets qui vont être dans les fintech, qui vont être dans les assurtech, qui vont être dans la santé, qui vont être, etc. On a quand même un ADN et une valeur ajoutée qui va être très vraie sur des projets plus techniques. Alors, le demain de Tech 360, évidemment, on va continuer à recruter. Et le premier message que je vais passer, c'est si vous avez dans votre entourage des petits-enfants, comme disait notre ami tout à l'heure, non, des enfants, des neveux, des amis, des fils d'amis, etc., qui sont dans un projet de création d'entreprise. Maintenant que vous avez compris, j'espère un petit peu mieux quel est l'ADN de Tech 360, n'hésitez pas à nous les envoyer, à Dominique, à moi. Il y a un site web, je vais vous montrer ça,
Il y a toutes les informations dessus. Vous nous les envoyez, on sera très heureux de pouvoir les accompagner. Donc ça, c'est le premier point. Je compte sur vous pour relayer la parole de Tech 360, d'autant que Tech 360 n'existait pas quand on a fait nos études. Moi, j'ai découvert ça il y a 1 an, j'ai trouvé ça génial, et je me suis investi dedans. Donc, parlez-en autour de vous, ça peut aider pas mal de monde. Deuxième chose, je suis en train de monter le club Tech 360, parce que il y a des tas de ressources chez les anciens de l'ECAM. Il y a des tas de ressources, et ces ressources, je pense qu'au niveau de l'incubateur, on peut bien mieux les utiliser, principalement sur 3 axes. Ce dont on va avoir besoin pour nos incubés, alors je dis pour l'incubateur, mais pour nos incubés, c'est globalement 3 choses. C'est de l'argent. De l'argent, RevBike va nous en parler. On a fait le premier appel à la communauté alumni ECAM, et ça a été... je crois, un franc succès, puisque je crois qu'il y a une dizaine de CAM qui ont répondu positivement, qui ont mis des tickets, enfin tu vas nous en parler, mais de 5 à 10 000 euros chacun, pour dire, ben voilà, je crois dans l'idée et je suis prêt à participer à un premier tour de table pour valider la preuve de concept, etc. Mais je laisserai Romain en parler. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est que régulièrement, on va dire quoi, 2, 3, peut-être 4 fois par an, c'est lancer un appel sur le réseau des anciens. Ces anciens, ils sont entrepreneurs, ils sont cadres, ils ont un peu d'argent, ils sont prêts à mettre un ticket de 5, 10, 20K dans le commerce pour aider, mais aussi éventuellement gagner de l'argent pour faire une sortie au 2e tour de table ou au 3e tour. Donc, de pouvoir investir dans des startups pas chères, puisqu'on est au tout début du processus de création de l'entreprise. Deuxième chose, on a besoin d'experts, parce que les domaines adressés sont extrêmement variés. Et Dominique et moi, Dominique est banquier, moi j'ai jamais fait de technique, donc on a une culture générale, mais on est incapable de savoir si un process industriel, une technologie, un marché, etc. est pertinent. Donc on aimerait pouvoir, dans les phases à la fois de sélection des startups, mais aussi dans les phases d'accompagnement, pouvoir dire, eh ben là, tu as un point dur, on a identifié que tu as un point dur, ça serait bien que tu ailles demander l'avis à un tel ou à un tel, et pouvoir débriefer et faire avancer la personne sur ce sujet-là. Et je pense que le réseau des anciens peut vraiment aider à cela, parce qu'il y a une expertise, une quantité d'expérience qui est hallucinante. Troisième chose, c'est, on a en tête de développer l'incubateur, je pense que c'est clair dans mes propos, on aura besoin de mentors, donc on aura besoin de personnes qui sont prêtes à s'engager pendant 2 ans, avec un projet, avec 2 projets, pour l'accompagner, pour essayer de faire mûrir, pour faire avancer, pour quelquefois mettre de l'huile dans les rouages, etc. Et même chose, appel au peuple concernant le mentorat. Merci à vous. Vous retrouverez toutes les informations sur notre page LinkedIn. Donc désolé, ça ne sera pas par téléphone. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais je vous encourage, alors dès que j'aurai trouvé un navigateur, voilà. Je vous encourage à devenir membre de cette page qui s'appelle Incubateur Tech 360 et qui est l'endroit où circule toute l'information de l'incubateur. Donc on met les news, on met des nouvelles de nos incubés, on va lancer là-dessus nos appels au peuple, au peuple des alumni, etc., etc. Donc n'hésitez pas, venez sur LinkedIn, inscrivez-vous sur cette page-là et vous aurez toute l'actualité de Tech 360. Voilà, je peux répondre à vos questions si vous voulez. Donc, on va passer, avant de donner la parole aux incubés, on va passer aux questions pour Jean-François. J'ai pas vu citer le thème de la propriété intellectuelle des brevets et autres. Est-ce que ça rentre dans le cadre de l'incubation? C'est la première question. Deuxième,
faire appel au réseau, c'est bien, mais pour ça, il faut que l'annuaire soit praticable et que les anciens alumni, entre guillemets, qui ont un parcours assez important, ça soit visible sur la fiche du gars. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est retraité de Trucmuche, alors qu'en fait, le gars, il a fait 10, 15, 20 boîtes, il a plein de choses en tête, et ça ne se voit pas sur l'annuaire. Ça, c'est une deuxième remarque. La troisième, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en liaison avec la Fondation? Est-ce qu'on peut faire des financements via la Fondation? Est-ce que ça peut être est-ce que ça peut rentrer dans les objectifs de la Fondation ECAM, la salle? Et puis, un dernier truc, trouver une formulation permettant de le faire, puisqu'en fait, c'est bien pour développer l'image ou l'activité ECAM. Oui, pardon. Je disais que, à mon avis, ça rentre dans le cadre. En tout cas, il faut faire rentrer dans le cadre, faire ce qu'on peut, voir ce qu'on peut faire là-dessus. Et puis, l'autre chose, c'était concernant le financement. Donc, effectivement, il y a le club Business Angel, mais il y a peut-être d'autres éléments à prendre en compte, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas faire un super BPI avec des startups casinos, avec des concours de pitch qui n'aiment rien. C'est celui qui a le plus beau string fluo à paillettes dorées qui gagne, alors qu'en fait, c'est surtout le contenu technologique qui compte. Et ne pas faire comme BPI, j'entends par là que c'est faire ce que font les Américains en copiant les Français, à savoir préfinancer la propriété intellectuelle et se rembourser avec des critères très clairs et transparents et faire des plus-values sur éventuellement... c'est un rachat ou une revente des fonds qui ont été investis au départ, mais avec des objectifs très clairs. Vous parliez de 200 kg € de chiffre d'affaires, ça peut être ça, mais en s'appuyant sur la propriété intellectuelle, par exemple. Oui. Alors, notre but, encore une fois, n'est pas... vrac, mais bon, voilà. Merci. Le but, encore une fois, n'est pas un but mercantile. Nous ne sommes pas une banque d'investissement. Nous n'avons pas vocation à gagner de l'argent sur les incubés. On fait, je ne vais pas dire œuvre de charité publique, parce que ça va peut-être vous blesser un peu, mais on n'est vraiment pas dans une démarche mercantile. Donc, l'idée, c'est quand même d'accompagner d'anciens ECAM. On l'a ouvert à autre chose que d'anciens ECAM, mais d'accompagner à la création d'entreprises, à l'innovation technologique. La propriété intellectuelle a véritablement un rôle là-dedans. Mais encore une fois, on n'est pas financier, on n'est pas marketeur, on n'est pas juriste, on n'est pas, etc. Le but du mentoring, c'est vraiment d'accompagner les jeunes sur l'identification de points durs maintenant ou à venir. Il m'est arrivé de dire à une équipe, arrêtez de vous intéresser à votre produit il est suffisamment bien, commencez à le vendre. Et c'est à ça qu'on sert, c'est à ça d'anticiper de potentielles futures difficultés en alertant et en leur disant, eh bien, peut-être qu'il faut que vous alliez voir un cabinet de propriété intellectuelle, il faut que vous alliez voir etc. Et dans il faut que vous alliez voir, il faut garder en tête que ce sont des gens qui n'ont pas d'argent. Donc, si je les envoie chez Germain Moreau, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Il va serrer la main, ça va être 50 000. Donc, non mais, c'est ça. Donc, une étape, c'est aussi de pouvoir dire, eh bien voilà, il y a sans doute plusieurs anciens ECAM qui, dans leur vie professionnelle, ont fait appel à de la propriété intellectuelle. Ils peuvent peut-être débroussailler avec un porteur de projet un certain nombre de choses avant de rentrer dans une consultation de spécialistes, etc., etc. Donc, on n'est pas là pour fournir de l'expertise. On est là véritablement pour accompagner le développement du projet. Je voudrais compléter la réponse. J'ai entendu deux autres questions. La première sur l'annuaire. Si tu regardes bien l'annuaire, moi je suis retraité et je n'ai pas fait une carrière extraordinaire. J'ai changé 7 fois d'entreprise dans ma vie. Si tu regardes, il y a mon CV et tu peux savoir quelles ont été mes fonctions, ce que les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, etc. Donc n'importe quelle personne qui se branche sur l'annuaire, qui a rempli son CV de manière normale, sait qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Donc ça, c'était la première réponse à ta première question.
Deuxième question, tu as parlé de la fondation. Bah, la fondation a créé Tech 360. Hein, c'est Ecam Lassalle qui a créé Tech 360. Donc, on va les remercier parce qu'ils ont créé Tech 360. Voilà. Alors après, est-ce qu'ils lèvent des fonds et autres? C'est pas leur rôle, tu l'as dit, Jean-François. Le rôle, c'est aux personnes, aux incubés, d'aller chercher les fonds. C'est pas le rôle de l'école d'aller chercher de l'argent pour des incubés. Voilà. Attends, une entreprise, c'est pas une association à but non lucratif. Enfin, je sais pas, les incubés, vous avez un compte de résultat, vous payez des impôts si vous faites des bénéfices, non? 30% si je me trompe. D'accord? Donc. Est-ce qu'il y a d'autres. Pardon, Jean-François. Pierre. Il est absolument légalement impossible que la Fondation défiscalise des fonds qui sont destinés à des entreprises. Je pense en effet, oui. D'autres questions? Est-ce que... Oui. J'étais pas du bon côté. Pourquoi pas un fonds alumni si la fondation ne le peut pas? Je pense que parmi tous les alumni, on est quelques milliers. Il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui seraient enchantés de soutenir des jeunes qui développent leur entreprise. Et Jean-François, tu disais non lucratif. Je pense que dans ces cas-là, c'est pas forcément non lucratif. C'est-à-dire que si le fonds fait de l'argent, il permet de financer d'autres jeunes, etc. Et le côté purement, je dirais, je comprends qu'au début, il y a un côté non lucratif et on aide. Mais après, c'est la vraie vie. Et la vraie vie, on soutient les projets qui réussissent. Et je pense que les jeunes ont besoin d'avoir en face d'eux des gens critiques qui investissent si le projet vaut le coup. Oui. Si c'est purement, je dirais, un soutien, amical, c'est très bien moral, c'est très bien pendant les premiers mois, pendant peut-être la première année, parce qu'il faut ça, surtout quand on est jeune. Mais après, il faut faire face à la vraie vie. Et la vraie vie, les gens qui investiront, c'est les gens qui investiront dans un projet qui est valable. Et c'est forcément le jugement derrière, c'est très très important, qu'il y ait un jugement sur la validité du projet. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que l'ensemble des alumni, je crois qu'on est 7000, ça peut représenter une force colossale, mais colossale. Alors, je me suis sans doute mal exprimé. C'est vrai qu'au niveau de l'incubateur, on n'a pas vocation au niveau de l'incubateur à faire des bénéfices. Voilà. Je comprends tout à fait. Ça, c'est le fonctionnement de l'incubateur. En revanche, quand on fait appel ou quand nos incubés, parce que ce n'est pas l'incubateur, c'est nos incubés font appel à des business angels dans le réseau alumni, évidemment que la décision d'investir dans une start-up, alors elle peut être amicale, ça peut être du love money, etc. Ok, bon, très bien. Mais dans la plupart des cas, ça va être ok, je mets un ticket de 5000, si je peux ressortir avec 50, je serai le plus heureux des hommes. Et en plus, j'aurai le sentiment de faire une bonne action. Tout va bien. Voilà. Donc effectivement, il y a les deux aspects de la médaille. Moi, j'ai fait partie de deux institutions, un incubateur et du réseau Entreprendre. Ouais. Il était stipulé, et c'était rigoureusement interdit, qu'aux personnes qui travaillaient aussi bien à l'incubateur, enfin au fonctionnement de l'incubateur, que dans le réseau Entreprendre, de financer des entreprises. C'était, j'allais dire, on était à la fois juge et partie. On se disait, tiens, là, il y a un bon coup à faire, on va le mettre là-dessus. Et on a viré des gens à cause de ça, parce que là, on est hors la loi. Voilà, donc il faut faire attention là-dessus. Si on veut y mettre des fonds, il faut que ce soit des fonds anonymes qui soient gérés après par un fonds d'investissement, peut-être faut-il le créer, mais totalement dégagé des personnes qui ont donné. Voilà, c'est tout. Mais on peut avoir effectivement une cagnotte, en quelque sorte, qui permette d'alimenter et d'aider les jeunes créateurs. C'est ça. Mais de manière anonyme. Alors, pour aussi faire partie du réseau Entreprendre, et je... Par exemple. Oui, pourquoi pas. Par exemple. Qui paye la plus grosse cotisation.
Pourquoi pas. Non, très bonne idée. Ouais. Très bonne idée. Non, mais ça peut être effectivement une bonne idée. Effectivement, Réseau Entreprendre, on n'a pas le droit en tant que mentor de rentrer au capital d'une boîte mentorée. Alors, c'est clair que ni Dominique ni moi, on va rentrer au capital d'une boîte qu'on accompagne. Et ça me paraît tout à fait normal. Par contre, côté alumni, si quelqu'un d'entre vous se présente comme, ou se positionne comme business angel et qu'il reçoit un dossier par mail en disant est-ce que vous voulez investir dans RevBike, et voilà le pitch de RevBike, et si ça vous tente, etc., on discute et on se met d'accord. Bon, bah, évidemment, il n'y a pas de, il n'y a pas de mal à ça, quoi. Il n'y a pas de problème. Au contraire. Notre bon vouloir. Le fait du prince, tu as tout à fait raison. Non, on se concerte à 3 et on se dit, bah, ce projet, on le sent pas. L'équipe est pas bonne, le projet est pourri. Le projet est pourri. Mais on a le même problème au Réseau Entreprendre. Hein. Il y a des projets qui ont été refusés au Réseau Entreprendre, qui ont fait des boîtes magnifiques. À un moment donné, on le sent pas. Ben, faut accepter de se tromper. Ou c'était peut-être pas le bon moment, ou... Et puis... Et on n'est que des hommes, hein. Bon, je propose qu'on passe au... Je te laisse les présenter, Jean-François ? Allez. Donc, le choix qui a été porté, je ne pense pas trop me tromper, donc un incubé qui démarre, on va dire, hein, enfin, même s'ils ont 3-4 mois d'existence, un incubé qui a déjà un petit peu progressé, et puis un incubé qui est un petit peu adulte. Hein. Voilà. Jean-François, je te laisse. Bon, alors je vous présente Common. Merci. Hein, merci. Merci Jean-François. Bonjour à tous. On est très heureux d'être là. Alors nous, on est un peu les vilains petits canards de cette journée parce qu'on vient d'école de commerce. On s'est rencontrés en école de commerce. Et en plus, on fait un projet informatique d'application. Moi, je viens d'école de commerce, mais j'ai fait 1 an d'ECAM. Et c'est là où je me suis aperçu que j'avais envie de créer une application. Et à l'époque, l'ECAM proposait pas vraiment de formation en informatique. C'est pour ça que je me suis orienté en école de commerce pour avoir ce côté entrepreneuriat. Et ensuite, j'ai été dans une entreprise informatique en alternance, puis après en CDI, où j'ai fait mes armes en tant que développeur. Je ne connaissais rien avant d'entrer dans cette entreprise. Et ensuite, j'ai fait mes armes en tant que développeur. Donc aujourd'hui, on est là avec Loïc, mon associé, pour vous présenter Common. Common qui est une application dont la cible est plus 22-33 ans, donc plus vos enfants. On va faire une présentation live parce qu'on espère que ça va vous parler quand même. Mais effectivement, la cible est plus jeune. Le cœur de cible, hein. Vous pouvez potentiellement être la cible quand même. Donc voilà, on a cette première diapo parce qu'on pense qu'elle représente bien notre projet, qui est toutes ces applications. Le but de Common, c'est de factoriser toutes ces applications avec une dominante prépondérante qui est la gestion d'événements. Et on va voir tout de suite en live comment on fait ça. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, il y a 5 ans, tous nos événements, donc les week-ends entre amis, tous nos événements particuliers, donc les week-ends entre amis, les vacances ou les Noëls en famille, se passaient sur la fonctionnalité événements de Facebook. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est sur WhatsApp. Mais WhatsApp, c'est pas vraiment fait pour ça. Parce que WhatsApp, on défile indéfiniment pour retrouver la date, pour retrouver le lieu, pour retrouver un lien de sondage. Donc, nous, on a décidé d'essayer de mixer les deux pour avoir une solution vraiment complète. Donc là, on se retrouve, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui utilisent WhatsApp ou Messenger. Tout le monde ? Bon, ok. Donc là, on se retrouve sur une messagerie. Je suis désolé. Hein.
On se retrouve sur une messagerie un peu comme à la WhatsApp. Donc, pour l'exemple, je vais tout de suite aller dans le chat des vacances. Donc, c'est complètement une messagerie comme WhatsApp. Donc, on va pouvoir partager des photos, des vidéos, répondre à des messages, partager des liens. Et derrière, si on zoome sur l'événement, on va retrouver directement la date, le lieu sur lequel on va pouvoir cliquer. Et quand on part en vacances, bah, c'est hyper facilitateur d'avoir directement le lieu accessible en 2 clics. Et ça repère les adresses, les applications Maps qui sont dans notre téléphone. Et ensuite, on a une vraie gestion des participants, comme avec Facebook. Et si on retourne dans le chat, là, la première chose qu'on fait généralement, c'est qu'on doit choisir une date. Et pour choisir une date, généralement, on utilise Doodle. Donc Doodle, c'est une application qui permet de faire des sondages de dates. Et on est obligé, généralement, de retrouver le lien dans la conversation si on revient un peu tard. Donc ici, on peut retrouver directement le sondage. C'est pareil, il est dans la conversation. Donc s'il est perdu en haut, on a des petits filtres donc, où on peut épingler des messages, les messages les plus importants pour retrouver une adresse, mais aussi donc, les sondages. Et là, on a le sondage de date. Et une fois que tout le monde a voté, on peut directement mettre à jour l'événement. Donc on a une action rapide. On peut aussi faire des sondages de texte, mais aussi de liens. Et ça, c'est hyper important pour nous, parce que, par exemple, pour choisir le Airbnb ou un hébergement, un gîte, ça permet de consulter directement le Airbnb en question, de faire nos choix, et ça évite de trimballer des liens partout dans la conversation et de pouvoir y répondre au gré de la conversation. Donc à chaque fois, on doit compter les pouces en l'air ou les choses comme ça. Et là, on a une action rapide qui permet ensuite de transformer en dépenses. Et en dépenses, les plus jeunes connaîtront Tricount, je pense. Tricount, c'est une application qui permet de gérer les dépenses. Loïc a payé l'hébergement, moi j'ai payé les courses, et Romain a payé... Romain n'a pas voulu payer. Excusez-moi, Romain n'a pas voulu payer. Transformer en dépenses au pluriel. En une dépense. Parfait. Et du coup, on va pouvoir transformer en dépenses. Le Tricount nous permet de faire ça, mais c'est une application tiers, donc on doit aller sur une autre application, recréer l'événement et remettre tous les participants. Là, on va dire... Alors, je reviens. Là, on va dire que c'est moi qui ai payé, donc j'ai directement le prix. On va dire que c'est moi qui ai payé. Par exemple, Loïc, lui, il est venu de nuit parce qu'il est venu avant-hier. Du coup, on a directement la dépense. Et si j'arrive sur l'événement, j'ai ma balance en temps réel et je peux payer directement avec l'application. Donc voilà, ça c'est la première phase. L'application est gratuite pour les utilisateurs et c'est celle qui va nous permettre de construire la communauté utilisateur. L'idée est de prendre tout ce qui se fait de mieux dans les applications d'aujourd'hui et de retirer tous les pains qu'on a à naviguer entre plusieurs applications. Mais maintenant, comment on gagne de l'argent ? Forcément. Du coup, on a agrégé une marketplace d'activités. En fait, ça, c'était l'idée originelle du projet. Parce qu'il y a 5 ans, en fait, je faisais un squash par semaine avec un copain qui s'appelle Nick. Et c'était insupportable parce que c'est soit le squash qui n'avait pas la dispo, soit mon pote qui n'avait pas la bonne dispo. Donc c'était à chaque fois 2-3 allers-retours entre le squash et mon copain. Donc je me suis dit, à l'époque, il doit y avoir plus simple. Airbnb, on peut réserver un appart à l'autre bout du monde en 3 clics. On doit faire plus simple. La deuxième chose, c'est que ça, c'est mon groupe WhatsApp d'organisation de foot. Et du coup, on sait ni quand c'est, on doit rappeler, c'est à Vest du coup, yes, sport dans la ville. Donc on doit rappeler sans cesse où c'est, quand c'est, et on ne sait pas encore s'il reste de la place, quels sont les participants. Donc c'est pareil, on a essayé de répondre à cette problématique. Et le dernier frein qu'on a identifié, c'est que ça, c'est l'organisation d'un concert. Tout le monde est OK, mais pour avoir les places à côté, il faut que quelqu'un paye et avance pour tout le monde. Et notre solution, c'était de créer du coup une marketplace d'activités qui va permettre, dans une région, donc Lyon là, de pouvoir aller par exemple à l'Acrobranche. Et l'idée, c'est de pouvoir mixer
et la marketplace et la gestion d'événements. Donc là, par exemple, je vais réserver mon créneau, je vais mettre pour 4 personnes et je vais pouvoir inviter des amis. Donc je vais inviter 3 amis, je vais pouvoir ajouter une deadline pour qu'ils répondent en temps et en heure, je vais pouvoir faire des règles de partage, donc chacun va pouvoir payer son dû sur l'application directement. Et ensuite, ou alors je vais pouvoir faire un invité surprise. Par exemple, c'est très fait pour des enterrements de vie de célibataire ou des anniversaires où on peut dire que Alice, c'est son anniversaire et sa part va être partagée et répartie parmi tous les participants. Et enfin, une dernière chose, parce que il y a 5 ans, je me suis dit que ça suffisait pas vu les mastodontes Facebook et WhatsApp qui venaient en face. Je me suis dit, et j'avais une expatriation au Canada de programmer. C'est là où je me suis dit, en fait, il y a 3 ans, j'avais toujours envie de faire du squash, mais au Canada, c'est pas vraiment le sport national. Et si trouver des terrains est facile, trouver un partenaire dans une nouvelle ville où on parle pas la langue, bah, c'est le parcours du combattant. Et je me suis alors dit que rencontrer, réserver et payer s'inscrivait parfaitement dans l'idée de l'application et pourrait même éviter les lapins puisque les paiements se font in-app. Donc on va voir tout de suite, donc, en reprenant l'exemple de l'acrobranche, je vais pouvoir rencontrer des personnes et je vais pouvoir définir des critères. Donc des critères de genre, d'âge, si j'ai envie de le faire avec les gens qui me sont proches en âge. Et je vais pouvoir, même si c'est du sport, avoir un critère de niveau. Et ensuite, j'ai un mode de sélection manuel ou automatique. Et comment ça se retrouve sur l'app? Là, on a par exemple des événements publics où on clique sur badminton. On peut participer tout seul ou on peut participer avec des amis. Là, je peux participer avec Alice. Et puis ensuite, on a le paiement. Donc, c'est une préautorisation de paiement qui se fait, qui est débitée que si l'organisateur nous accepte. Donc voilà pour la partie démonstration de l'application. J'espère que je n'ai pas été trop long et que je ne vous ai pas perdu. On va passer du coup à l'autre partie. Donc voilà, pour faire un petit résumé de tout ce qu'a pu vous expliquer Camille, Common, ça a 3 grandes vertus. La première, ça va être de pouvoir facilement faire de la gestion d'événements entre amis, en famille, dans un cadre privé. Le deuxième aspect est donc cet aspect marketplace. On va pouvoir réserver facilement auprès d'un prestataire et on arrive avec des plus-values supplémentaires par rapport à ce que propose le marché. C'est-à-dire que chacun peut payer directement sa part, plus besoin d'avancer. On va pouvoir facilement rencontrer des partenaires et c'est finalement cette agrégation de toutes ces solutions en une qui font de Common une vraie solution nouvelle. C'est ce que disait Camille au départ. On a pris tout ce qui fonctionnait bien sur le marché et on a optimisé ce qui fonctionnait mal. L'objectif étant d'avoir une seule application qui permet de tout regrouper à un seul endroit. Ça donne un double avantage, toutes les informations communiquent entre elles, plus besoin de faire de double saisie et donc un risque d'erreur qui est limité derrière. J'ai plus besoin d'utiliser mon WhatsApp couplé avec mon Tricoon, couplé avec mon Doodle, etc. etc. Excusez-moi. Pour refaire les grands points d'étape de Common, ça a commencé, l'idée de Camille, vers 2019, où il a commencé à faire une démo vidéo qu'il a présentée à 70 personnes. Là-dessus, on retrouve finalement un résultat assez positif où 70% se disent « j'adhère à l'idée et je me projette en tant qu'utilisateur ». Ça a été le premier cap. Il se trouve que, comme vous le savez très bien, le confinement est arrivé en mars 2020 et c'est là où Camille a commencé à développer son idée, à développer techniquement. On a parlé, il se trouve, tous les deux au mois de juin 2020. Moi, j'allais quitter mon poste dans lequel j'étais à ce moment-là. Il me parle du projet et je trouve que l'idée est très bonne. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là que je me considère moi-même comme une preuve de concept. On parlait tout à l'heure de go-to-market. Avant de parler de go-to-market, on parle de preuve de concept. Et ben, je me considère moi-même comme une preuve de concept pour la simple et bonne raison, c'est qu'à un instant T, lorsqu'il m'a présenté l'idée, je me suis dit, je suis prêt à passer du temps, de l'argent et de l'énergie dans ce projet parce que j'y crois suffisamment. Alors, je suis sûrement une très bonne preuve de concept, mais je ne suis pas la seule quand même. On a fait par la suite Lyon Startup, qui est un concours de start-up à Lyon, au cours duquel nous sommes arrivés 3e sur 240. En plus du prize pool que ça nous a apporté, ça nous a surtout permis de rencontrer beaucoup de gens et de challenger notre idée face à des professionnels de l'entrepreneuriat. Ensuite, et grâce à Lyon Startup d'ailleurs, on a eu l'occasion de rencontrer Tech 360. C'est à l'issue de ce concours-là qu'on a pu intégrer Tech 360. C'est là que la rencontre a été permise. Et donc, suite à ça, on a intégré Tech 360 sur les mois de septembre-octobre 2021. Et enfin, nous avons obtenu la bourse Startup & Go, qui est aussi un critère de la BPI, comme quoi notre projet est innovant, mais en plus d'être innovant, il est crédible. Donc, c'est bien beau d'avoir une idée, mais il faut la tester, cette idée.
Donc ça a commencé avec cette première vidéo dont je vous parlais, et puis on a itéré les tests. On a fait un premier test avec des événements fake, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a demandé à des cobayes, à des testeurs de participer avec nous, de créer des faux événements et de tester l'application pour voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Il se trouve qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que l'attrait utilisateur était capté à 70% par le chat de l'application. À la base, on avait un chat qui fonctionnait, mais qui n'était pas aussi optimisé que celui qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a décidé d'améliorer vraiment cette partie chat pour en faire ce qu'on appelle notre narratif, c'est-à-dire le cœur de l'application pour faciliter cette gestion d'événements et l'organisation d'événements. Et pour la petite histoire, parmi nos testeurs, il y a une d'entre elles qui avait gardé l'application sur son téléphone, comme tous d'ailleurs, et qui a décidé d'organiser son déménagement 10 jours plus tard sur l'application. Autant vous dire qu'on avait pensé au badminton, on avait pensé au barbecue, aux vacances, mais pas au déménagement. Et il se trouve que ça a été très pratique, parce que vous n'avez plus la galère de savoir qui participe, qui ne participe pas, où est-ce que je trouve l'adresse pour la mettre dans mon GPS et je dois remonter toute la conversion WhatsApp comme en parlait Camille. Et ça a été vraiment un des premiers usages où on s'est dit, l'application peut peut-être même nous dépasser. C'est-à-dire que finalement, on a envisagé un usage pour l'application et on se rend compte que les utilisateurs en font aussi leur propre usage derrière. On a continué nos tests. En 2022, en février, on a fait une sortie ski, donc une sortie réelle cette fois, avec un groupe d'amis. Et là, on a pareil pu utiliser l'application dans tous les sens. Parce que forcément, nous, quand on la développe, on pense à des idées, on se dit, bah, tiens, ça va très bien fonctionner, ça au contraire, on va pas le mettre en avant. Et les utilisateurs, eux, nous disent, ah mais attends, moi j'ai mes habitudes sur ça, ou au contraire, il manque ça. Et petit à petit, on a fait évoluer notre projet. On l'a fait grandir, on l'a fait mûrir, on l'a challengé. Et puis dernièrement, on a eu l'occasion, avec Sub de Pub, qui est une école de pub, mais pas que, de communication et de design, d'avoir 25 testeurs en master, donc 25 étudiants, dont le travail était de passer un mois sur l'application, à la faire bugger dans tous les sens et à trouver toutes les possibilités d'optimisation. Autant vous dire que c'était du pain béni pour nous. Si on avait fait appel à un cabinet pour faire ça, ça nous aurait coûté une petite fortune que nous n'avons pas. Et surtout, ce sont les personnes que nous ciblons. Donc c'est-à-dire que leurs usages sont les usages que nous voulons adapter. Et enfin, aujourd'hui, nous sommes encore en phase de test. Nous avons plus de 80 testeurs sur l'application. Donc c'est toujours de manière cloisonnée, c'est-à-dire qu'on n'a pas communiqué autour d'elle. Là, le seul objectif, c'est vraiment de la stabiliser un maximum avant le grand lancement, prévu pour l'instant, en tout cas pour le 1er septembre. On a aussi 300 préinscrits et sans faire de communication dessus, donc c'est vraiment au gré des présentations qu'on faisait. On communique très peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, justement parce qu'on a peur aujourd'hui que l'idée soit reprise, même s'il y a un temps de développement finalement assez long. Si c'est une idée reprise par des grands acteurs, ça peut être très rapide. En fait, justement, on parle de la notion de propriété intellectuelle tout à l'heure, c'est exactement ça. Une application aujourd'hui n'est pas brevetable en France. C'est-à-dire qu'on peut très bien changer un peu de code, faire évoluer certaines choses. Et ce que vous avez mis 1 an, 2 ans à développer, vous ne pouvez plus rien en faire, vous vous êtes fait dépasser. En fait, notre vraie barrière à l'entrée, pour nous, c'est la communauté, ce sont les utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est exact... Comment ? Excusez-moi. Oui, on peut, mais après, par contre, il faut faire appliquer la loi. Entre avoir des droits et les faire appliquer, on est dans 2 mondes différents, et 50 procédures judiciaires, on n'est pas capable de les tenir. Bien sûr, donc, on a cette réalité aussi, finalement, de l'entrepreneuriat qui fait qu'on fait ce qu'on est capable de faire, et c'est pour ça qu'on n'a pas communiqué plus que ça au grand public, l'objectif étant vraiment d'assurer cette communauté utilisateur. Pour prendre un exemple qui est un peu extrême, mais qui est toujours très parlant, c'est exactement pour cette raison-là, à l'époque, que Google a racheté YouTube. Ils auraient très bien pu développer exactement le même logiciel, mais ils n'avaient pas la communauté utilisateur. Et donc nous, notre vraie barrière à l'entrée par rapport à des concurrents, à des mastodontes, ça va être vraiment de créer une communauté rapidement et avec efficacité. Pour l'exemple aussi, il y a Snapchat qui a fait les stories. Je ne sais pas si ça vous parle. Facebook l'a copié sur Instagram. Snapchat a poursuivi Facebook. Ils n'ont pas gagné. Ils ont perdu. Pourtant, à la base, c'est bien eux qui les ont fait. Donc voilà, vous comprenez bien que nous, on a cette vraie problématique de propriété intellectuelle, ce qui fait qu'on a pour l'instant peu communiqué auprès du grand public. On a parlé de notre entreprise entrepreneuriale, de cette aventure entrepreneuriale sur nos réseaux sociaux qu'on a commencé à développer. Mais par contre, on n'a pas encore communiqué sur notre produit en tant que tel. On n'a pas lancé de campagne publicitaire jusqu'à présent. Donc ça, comme vous le voyez, ce sont les courbes, nos objectifs. Comme on vous l'expliquait, l'objectif, c'est que dans un premier temps, on va chercher des utilisateurs pour l'application Common, qui est une application gratuite. Donc c'est ce qu'expliquait Camille tout à l'heure. Et une fois qu'on a atteint un seuil critique, on va enfin pouvoir se permettre d'aller chercher les professionnels. Et c'est là où on va générer du chiffre d'affaires. Et après, comme vous le voyez, on a des très belles courbes qui donnent envie. L'objectif étant de se déployer d'abord sur Lyon, ensuite sur une vision nationale avec Paris en premier, ensuite Bordeaux, Marseille, et on continue après avec une expansion européenne, puis un objectif états-unien après. L'idée sur cette courbe, c'est aussi pour montrer que les débuts vont être
encore difficile. Ça fait 2 ans qu'on est dans ce projet et les débuts vont être encore difficiles jusqu'à avoir un seuil critique qui va nous permettre la rentabilité. Parce qu'aujourd'hui, on va la sortir en septembre gratuitement. L'idée, c'est qu'en janvier, on atteigne une masse critique d'utilisateurs dans une zone à Lyon pour pouvoir la sortir à Lyon au niveau des professionnels. On a déjà 10 professionnels qui sont prêts à nous accompagner. Mais ensuite, le temps que ça soit rentable, il va falloir un peu de temps et la déployer niveau national. Une fois que la pompe est lancée, après, ça sera une machine à cash. En fait, l'idée, c'est que nous, on est sur une vraie logique de scalabilité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, une phase où finalement nos coûts ne vont pas augmenter de manière exponentielle, contrairement à nos entrées. Et c'est vraiment ça notre objectif. Donc, maintenant qu'on vous a parlé de Common, finalement, déjà, on est ravis de pouvoir vous présenter la société aujourd'hui. Mais le vrai intérêt, c'est de vous expliquer en quoi Tech 360 a pu nous apporter des choses, qu'est-ce que ça nous a permis de faire, en quoi ça nous a permis d'avancer. Déjà, la toute première chose, c'est que Tech 360, ça nous a permis d'avoir un accompagnement. Alors, je ne reviendrai pas, je vais éviter de faire de la redondance par rapport à ce que disait Jean-François, mais ce n'est pas tant de la redondance que l'autre côté du miroir. En effet, quand on est dans un projet, même quand on est deux, on a déjà la chance d'être deux et pas forcément seul, donc on a déjà la chance de pouvoir se challenger en interne, mais c'est toujours très intéressant d'avoir un regard extérieur avec du recul et qui est capable de nous dire « Attendez les garçons, c'est très bien ça, mais ça, vous avez prévu de le faire comment ?» Et là, de se dire « Ah oui, on n'y avait pas pensé ou on n'y avait pas pensé assez ». Et en fait, ce challenge permanent, ces points justement qu'on a régulièrement, c'est ce qui nous permet aussi de faire avancer notre projet, de le faire mûrir, de le développer et sûrement d'éviter de nombreux écueils et de nombreuses erreurs. Il y a aussi une autre chose, c'est pourquoi on a choisi Tech 360, parce que, il parie sur le projet avec nous, en fait. Finalement, c'est ce qu'a expliqué Jean-François, c'est qu'effectivement, c'est 5 000 euros par an, mais c'est 5 000 euros si le projet réussit. Et finalement, on est dans une relation où on va tous tirer vers la réussite du projet. Donc ça nous intéressait énormément. Il y a une autre chose aussi, c'est que par rapport aux autres incubateurs à Lyon, ils comportent peu de projets. Et peu de projets veut dire aussi peu de distractions et peu d'afterwork, ce qui nous permet de rester focus sur le développement du produit, ce qu'on a besoin au début, avant de sortir l'application. Ensuite, il vous en a parlé, et comme Dominique aime le rappeler, on est l'incubateur le plus haut de Lyon, avec une magnifique vue. Donc, travailler dans ces conditions, c'est vraiment un rêve. Les post-clubs les plus agréables de Lyon. C'est aussi des locaux, et ça c'est quelque chose de non négligeable, parce qu'il faut savoir qu'on a créé, nous, la société, ça fait 2 ans que le projet est lancé, la société est créée en août 2021, et on a commencé à avoir des stagiaires, à avoir des alternants, donc à avoir du monde qui travaille avec nous, et autant vous dire, jusqu'à présent, on pouvait travailler tranquillement chez nous, en télétravail, à distance, on se faisait nos points réguliers, on est l'un chez l'autre, mais on serait mal vu accueillir une équipe de stagiaires ou d'alternants chez nous. Et ça c'est aussi une possibilité, c'est-à-dire que sans manger notre BFR, sans aller attaquer notre trésor, on a pu avoir un lieu dédié, suffisamment pertinent, c'est-à-dire qu'on avait, comme le disait très bien Jean-François tout à l'heure, on avait l'internet, l'électricité, tout ce qu'il fallait, on avait même une cuisine, enfin tout l'équipement de base nécessaire pour accueillir des équipes, et ça a été un vrai step, un vrai grand pas, nous, pour faire grandir Common et la développer. Ensuite, on vous a parlé des projets. C'est des projets à vocation technique. Alors, il y a des projets à vocation industrielle. Romain est pas là, mais il va vous présenter sa solution juste après. Donc, des projets à vocation industrielle. Mais aussi, on a 3 projets similaires, dans le développement d'applications. Et ça, l'entraide est vraiment important parce que dès qu'on a un questionnement niveau technologique, on peut aller voir nos homologues des autres entreprises pour poser les questions, pour se challenger. Et pas que tech, d'ailleurs. Oui, Camille parle de... Ah oui, d'accord. Très bien. Et comme le disait Camille, pas que tech. Pour vous prendre un exemple, un des sujets que peut rencontrer souvent une start-up, c'est la recherche de financement. On parle d'investissement privé tout à l'heure. On peut parler aussi d'investissement public avec la BPI. Pour aller chercher des financements à la BPI, comme des bourses comme Startup & Go, comme Bourse French Tech, etc. C'est pas toujours simple. Alors bien sûr, heureusement, il y a l'accompagnement de l'incubateur qui nous aide, mais c'est aussi très bien d'avoir le parcours des autres personnes, des autres incubés, qui eux sont allés chercher la Bourse French Tech 6 mois avant et vont nous dire « Attends, fais attention, parce que moi quand je suis allé faire la Bourse French Tech, il y avait ça, ça, ça. Il faut bien que tu sois vigilant là-dessus. » Et donc finalement d'avoir cette opportunité d'échanger avec des personnes qui viennent d'avoir une expérience peu de temps avant dans ce domaine-là et le partager parfois nos inquiétudes, c'est aussi une force, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'avancer.
On parlait de challenge et d'action. Jean-François est très bien passé justement pour nous par rapport à ce sujet-là. C'est vraiment Jean-François, par exemple, qui nous a mis en exergue une problématique. Je me souviens au tout début, on arrivait chez Common, où on arrivait au sein de l'incubateur et il nous dit c'est bien pour vos professionnels, vous allez en chercher, c'est bien, mais vous faites comment et ça vous coûte combien à l'unité? Alors, on avait déjà réfléchi à comment aller les chercher, bien évidemment, mais c'est vrai que certaines questions, on a dû les mûrir parce qu'on a été confronté justement à des réponses qu'on n'arrivait pas à apporter de manière suffisamment poussée, suffisamment éclairée. Et finalement, plus on a creusé ces questions, plus on a trouvé d'autres réponses, et plus maintenant on est d'autant plus sûr de notre business model et de la structuration pour y arriver. Le Fab Lab, c'est aussi une bonne surprise. C'est-à-dire que, comme vous l'aurez compris, nous, on est une application mobile. En soi, le Fab Lab, on pourrait ne pas en avoir besoin. Et grâce aux échanges qu'on a eus lors de réunions au sein de l'incubateur, on a pu rencontrer des personnes, on a pu visiter le Fab Lab. Et une idée qui nous est venue à l'esprit, c'est de faire des clean tags. Des clean tags, je ne sais pas si ça vous parle. L'objectif, c'est que c'est une publicité complètement écologique. Grosso modo, on prend un pochoir, un Karcher et on nettoie le trottoir. Pas besoin de demander d'autorisation, ça s'évanouit au bout de 2-3 semaines. Par contre, autant ça fonctionne bien, autant c'est écolo, autant ça coûte très cher. Une campagne, c'est entre 10 000 et 20 000 euros, une campagne de 47 points. Bah là, grâce au Fab Lab, on est en train d'échanger justement avec le club du Fab Lab pour réaliser le pochoir et pouvoir la nuit aller prendre notre petit Karcher et se balader en ville. Au total, ça va nous coûter moins de 500 euros pour une belle visibilité. Donc ça, c'est des opportunités qu'on n'aurait pas eues ailleurs, qu'on n'aurait même pas envisagées ailleurs. Mais vu qu'on nous donne des outils, vu qu'on nous donne des moyens, on en profite et on les utilise. Ensuite, le PRD. Alors nous, on l'a pas encore. On l'a pas encore. On n'en a pas encore eu l'utilité parce que aussi on est nouveau au sein de l'incubateur. Mais il y a des sujets comme un algorithme de recommandation ou peut-être une architecture complexe pour du hors connexion où on pourrait demander à des étudiants pour le PRD. Et ensuite, on a eu aussi une bonne surprise parce qu'on cherchait à filmer, donc ça c'est pour le marketing, on cherchait à filmer sur fond vert à l'époque parce qu'on avait une idée de vidéo pour notre lancement. Et du coup, on a vu qu'il y avait un studio Ecamm et un club vidéo. Et du coup, on va vous présenter une toute petite vidéo qui permet de voir ce qu'on peut faire, notamment avec le studio Ecamm. Ah, il n'y a pas de son. Le micro, ouais. Elle a vraiment rien compris, elle, hein. D'ailleurs, calendrier, je t'ai envoyé toutes les infos pour les vacances. Ah, mais c'est toi, d'habitude, il n'y a que Mail qui me parle. Qu'effectivement, le 15 août à Cassis, à 18h, c'est bloqué. Le 15 à Cassis. Comment je décrirais Common au pétard. Hyper efficace. Je pense que ça va vraiment cartonner. L'application qui va permettre de m'éclater au quotidien. Mais j'ai dit à Camille, je serai le premier utilisateur. On vous parlait d'entraide et de réseau, c'est aussi ça l'entraide, c'est que des fois quand on a besoin d'acteurs, certains membres de l'incubateur sont prêts à se prêter au jeu, aussi bien dans la direction de l'incubateur que dans les différents partenaires. Vous aurez peut-être reconnu Romain entre autres dans un de ses plus beaux rôles. Donc voilà, on fait de la communication décalée, l'idée c'est de faire sourire, c'est de s'amuser aussi, c'est un peu notre récréation à nous. Donc on essaye de s'amuser et d'amuser un peu les gens sur les réseaux sociaux et ça va être une des communications qu'on va déployer quand on va sortir l'application. On va y arriver. Et donc ça, nous, actuellement, c'est aussi ce qui a permis Tech 360. C'est que Tech 360 nous a permis de développer notre projet, comme je l'ai expliqué, de le faire mûrir, d'avancer, et ce qui nous a permis de passer à un step suivant. En effet, c'était une idée en 2019, ça a commencé à devenir un projet en 2020-2021, c'est devenu une société en 2021, et là, actuellement, on a réussi à parcourir suffisamment de chemin pour commencer à se diriger vers l'étape suivante pour nous, qui est la levée de fonds. Et ça, si on n'avait pas été incubé au sein de Tech 360, on aurait difficilement pu arriver à cette étape-là, ou en tout cas dans ces conditions-là. Donc c'est aussi l'objectif pour nous, finalement, grâce à Tech 360, c'est de gagner un tremplin, de pouvoir step up, comme on dit, et de passer à l'étape suivante. Donc l'objectif de la levée de fonds, c'est d'accélérer notre mise sur le marché. On cherche à structurer déjà l'équipe développement. Aujourd'hui, on a un alternant en développement. On cherche un lead dev et on va recruter un lead dev et 2 alternants qu'on a déjà identifiés.
On cherche aussi à accélérer au niveau communication, parce qu'une app comme ça, ça nécessite des moyens au niveau de la communication. Et du coup, on recrute aussi un alternant en communication et ça nous financera aussi des campagnes de communication. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a commencé la levée de fonds depuis 3 semaines à peu près. On a atteint 80... Ouais, un peu plus de la moitié de notre objectif. Un peu plus de la moitié de notre nouvel objectif. On avait un objectif un peu plus bas au début et vu en 2 semaines ce qu'on a pu récolter, on a décidé d'augmenter, ce qui va nous permettre d'avoir plus de temps pour trouver notre marché et pour pouvoir avoir des statistiques dans l'objectif de faire une 2e levée de fonds. Parce que comme je vous le rappelle, au début, on va mettre du temps à être rentable, il faut amorcer la pompe et du coup, on va avoir sûrement besoin d'une 2e levée de fonds. Donc voilà, au-delà de la levée de fonds, nous on a une ambition qui est relativement simple. Vous l'aurez peut-être compris ou en tout cas commencé à le deviner. L'idée c'est que finalement aujourd'hui, surtout après la pandémie, on a vu que finalement, on avait eu des contraintes légales, des choses qui nous avaient obligés à nous éloigner les uns des autres. Sans parler de la pandémie, on sent que c'est aussi un mouvement de fond. On sait que la virtualisation, la digitalisation fait que chaque jour, on a tendance à être un peu plus sur son téléphone. Je rebondis un petit peu sur l'exemple de tout à l'heure, où finalement, on va passer par un média qui va être un site internet et qui va peut-être pas forcément être le plus opportun dans certains cas, alors qu'un coup de téléphone ou même une rencontre face à face aurait pu changer un peu les choses. Et c'est un petit peu notre vision des choses, c'est-à-dire que peut-être un peu moins de digital et un peu plus de vie, profiter vraiment de l'essentiel, se concentrer sur ces événements, sur ces moments de partage humain et ce rapprochement, aidé par le digital bien évidemment, mais concentré dans la réalité. Ouais, surtout que on passe de plus en plus de temps sur notre ordinateur. Au niveau du travail, quasiment l'entièreté de notre journée. Puis on rentre, on regarde Netflix, ou on regarde la télé, ou on joue aux jeux vidéo. On parle de monde virtuel. Nous, on veut vraiment prendre le contre-pied et vraiment aller dans les vraies rencontres sociales. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. Bravo à tous les deux. Question ? J'ai pas bien compris votre agrégation. Alors, votre API, c'est-à-dire en fait, est-ce que vous utilisez des API de chez les autres ? Non, en fait, tout a été redéveloppé en interne. D'accord, parce que vous êtes coincé par les changements de version. Exactement, donc on n'est pas du tout coincé. En fait, on a une seule contrainte, un seul service externe qui est le service de paiement. Là, forcément, ça demande énormément de temps de déposer un dossier à l'AMF, d'être une simili-banque, entre guillemets. Donc, plutôt que d'essayer de développer cette solution-là, on a un prestataire externe de paiement juste pour la partie remboursement et paiement sur l'application. Mais excepté ça, et aussi pour la sécurité qu'il apporte, mais excepté ça, tout est développé en interne. D'accord. Et puis, une petite remarque, la levée de fonds. Mettez un S à fond, ça aide. Ah. Hein, ça coûte pas cher. Hein. Toujours pour y après. Éventuellement, mettez un S $ si vous préférez. Mais un S suffit. Voilà. C'est bien noté. Et puis, est-ce que vous avez envisagé une application pour les assemblées générales ? Eh ben, finalement, c'est une très bonne question. Ça pourrait s'appliquer parfaitement. Non, mais parce que ça aurait été une manière très simple de savoir qui participe ou qui ne participe pas, où se déroule l'événement, s'il y a une cotisation ou pas. Je ne connais pas un fonctionnement en interne, mais s'il y avait besoin d'une cotisation ou pas, tout aurait pu être réglé via Common, en effet, de manière très simple. Et comme on l'a vu, par exemple, au niveau du déménagement, il y a des applications. Dans l'application, finalement, il y a des événements. Ça va nous dépasser, en fait. Le déménagement, on ne pensait pas qu'on allait organiser un déménagement avec Common. Et finalement, ça a été fait. Donc, pourquoi pas une assemblée générale ou autre événement associatif. Juste un mot, moi, au regard de toute la présentation que vous venez de faire, je pense qu'il y a une première communauté au sein des CAM Alumni qui aurait bien besoin d'être mise en relation avec vous. Ce serait celle des délégués de promo qui demandent sans arrêt à ce qu'on leur apporte des solutions pour faciliter un peu la mission essentielle qu'ils ont pour animer la communauté de leur promo. Et moi, je pense qu'il faudrait très rapidement qu'on puisse se rencontrer pour savoir dans quelle mesure on peut déjà vous mettre en relation et proposer votre appli à ces délégués qui, j'en suis sûr, l'accueilleront avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Alors là, c'est plus une exponentielle de croissance, hein. C'est une puissance 100.
D'autant plus qu'on ne s'est pas attardé là-dessus tout à l'heure, parce que sinon on pourrait vous faire une présentation pendant des heures, et à un moment il faut quand même qu'on arrive à conserver votre attention. Il se trouve que vous avez vu tout à l'heure l'organisation d'un événement, mais on a aussi cette notion de groupe dans laquelle on peut partager des événements. On pourrait très bien avoir un groupe par promo où tout le monde est présent dedans, et partager les événements comme une AG dans ces groupes de promo. Très bien. Les fêtes de quartier. Enfin, voilà, j'ai une question. Philippe. Moi j'ai une question. Vous avez parlé de levée de fonds sans S, mais parlons chiffres. Combien de milliers d'euros et sur quelle valeur pré-monnaie? Alors aujourd'hui, le montant initial était de 80 000 euros. Là, on a déjà 60 en 2 semaines. Oh, mais c'est Mickey, ça, de 80 000 euros. Ouais, oui, mais c'est aussi En fait, si on dit plus, du coup, on va vraiment se liquider au niveau de l'equity. Parce qu'on ne peut pas faire une valorisation à plus d'1 million d'euros. Ça dilue énormément. Bien, oui. Et ça, c'est le drame de tous les créateurs d'entreprises. Messieurs, il faut accepter d'être dilué. Autrement... Et il y a une autre chose, c'est que pour l'instant, on n'a pas de chiffres parce qu'on ne l'a pas encore lancé sur le marché. Et du coup, faire une levée de fonds beaucoup plus importante, c'est pas cohérent pour nous. Donc vous êtes au niveau de Love Money, Family and Oui, Friends. c'est ça exactement, on est sur de la Love Money. Juste pour revenir, donc l'objectif initial était de 80 000, on l'a fait augmenter à 120 000. L'objectif n'était... Alors, en effet, vous avez raison, il vaut mieux diluer un peu plus, avoir un peu plus de sous. C'est sûr qu'il vaut mieux avoir 80% de quelque chose qui fonctionne que 90% de quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je suis complètement d'accord avec vous. En revanche, il y a quand même des facteurs qui rentrent en ligne de compte. Plus on va augmenter le curseur, plus ça va prendre de temps. Plus ça va prendre de temps, plus on va prendre de retard. Et il y a un moment aussi où il faut qu'on arrive à se dire, tiens, de combien on a besoin? Le minimum, c'était 80 000. Avec 120, est-ce qu'on atteint nos objectifs mieux et de manière plus pertinente? Et c'est le cas. Ça nous donne beaucoup d'avantages pour la suite, à la fois dans la capacité de développement, sur l'accélération, mais aussi, Camille en parlait, sur une seconde levée de fonds. Ça nous permet d'aller chercher plus de KPI, donc plutôt plus d'indicateurs positifs, et donc d'être dans une posture plus intéressante pour aller challenger des business angels et des VC. La situation dans laquelle on serait peut-être un peu moins si on reste à 80. Alors les business angels sont pas encore présents dessus, mais dans quelques années, sur le 5e tour peut-être. D'où proviennent les revenus? Est-ce que c'est une marge réalisée sur les prestataires, organisateurs, ou est-ce que ce sont les utilisateurs qui doivent payer un abonnement? Non, l'idée c'est que les utilisateurs, c'est complètement gratuit pour eux, sinon on se tire une balle dans le pied. L'idée c'est que les professionnels, la marketplace que vous avez vu, ou alors quelquefois les associations vont organiser des événements payants, et dans ces cas-là, en fonction, si c'est des associations, ça sera 5%, si c'est des professionnels, ça sera 15%. Alors là, si c'est ça, il y a la je suis obligé de jouer le... Hein, vous les rencontrez tout à l'heure, vous posez d'autres questions. Donc, merci à tous les deux. Hein. Jean-François, tu veux rajouter? Oui, vous aurez dans les prochains jours, prochaines semaines, un pitch qui vous sera envoyé par mail sur toute la communauté alumni. Et si vous avez envie de discuter un petit peu plus avec ces deux porteurs de projets, je pense qu'ils seront ouverts à vos questions et vous apporteront les réponses nécessaires, surtout si vous avez beaucoup d'argent. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Bon, le prochain, le vélo du futur. Donc c'est la mode de fabriquer des vélos, c'est comme les microbrasseries. Mais vous allez voir, le projet est sympa. Il est d'autant plus sympa qu'il y a une dizaine d'alumni qui ont financé, qui ont participé à la levée de fonds que Romain a fait il y a quelques semaines maintenant. C'était il y a 1 mois, 2 mois. Ouais, c'est ça. Et voilà, bah, écoute, si tu es prêt, ou presque, je te passe la main. Ça va arriver. Merci. Bah, je peux commencer même le temps que ça charge. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Donc, moi, je suis Romain Segura, je suis un ancien de l'ECAM. Donc, j'ai fait ma formation en alternance. Donc, je suis un GIM 2020, donc génie industriel et mécanique. Merci. Donc, c'était hyper enrichissant pour moi et ça m'a permis en fait de tester ce que je voulais pas faire dans la vie, c'est-à-dire travailler dans une usine dans l'automobile. Donc, je travaillais dans une boîte qui faisait des ressorts pour l'industrie automobile vers l'Arbrel. Alors peut-être que vous la connaissez, mais voilà, j'y suis plus maintenant et je m'occupais de l'amélioration continue de la production. Voilà. Mais
Mais du coup, il y a eu une période de confinement à un moment qui était très bénéfique pour se poser des questions sur ce qu'on voulait faire dans la vie. Et c'est à ce moment-là où on a eu un peu plus de liberté, où je vous présenterai l'équipe tout à l'heure, mais voilà, je parlais avec mon papa, c'est un projet familial, avec mon papa des projets qu'on avait. Je lui dis mais on arrête de parler maintenant, on y va. Et on verra ce que ça donne, quoi. Donc, on a décidé de créer RevBike. Donc, RevBike, c'est des vélos qui sont fabriqués en France et qui ont la particularité d'être évolutifs et modulables avec les goûts et la pratique de l'utilisateur. Donc, on a constitué une équipe donc, de jeunes et d'un peu moins jeunes. Donc avec David donc, qui est au milieu, c'est le responsable technique. Donc lui je l'ai rencontré sur les bancs de l'INSA. Donc j'ai fait une première année à l'INSA avant. Et donc lui s'occupe de proposer la meilleure expérience de pilotage à nos utilisateurs. Alain, donc mon papa, qui a travaillé pendant 20 ans dans l'industrie du cycle, dans l'import-export de vélos, notamment une marque qui s'appelle Colnago, qui a gagné le Tour de France cette année avec Tadej Pogačar. Et donc il m'a parlé de ses problématiques industrielles par rapport au cadre et à ce qu'il voyait. Il nous sert, on va dire, de mentor et aussi il s'occupe aussi du design avec David. Et puis moi-même, donc je m'occupe de toute la partie, on va dire, commerciale, recherche de financement, et puis le commerce, le marketing et tout ce qui, on va dire, la partie management de projet, quoi. Et puis on a quelques autres petites têtes, donc Marine, Samuel, Léo et Hugo, qui sont nos alternants et stagiaires. Voilà, donc on est 7 aujourd'hui sur le projet et on se régale bien. Nous, notre ambition, c'était vraiment de prouver qu'à travers l'innovation, on pouvait changer les choses par rapport à la fabrication made in France, surtout dans le vélo, il y a eu une grosse fuite du savoir-faire, et aussi de montrer que c'est possible de consommer plus local, à un prix juste. Donc voilà, on est parti du constat suivant. On a tous besoin d'un vélo adapté à ses goûts et sa pratique. Alors moi, je fais 1m92, je veux un vélo vert, je vais dans un magasin, je ne le trouve pas. Et en plus de ça, ma vie va évoluer. Donc nous, on a pris l'exemple de Tom. Comment ? Eh oui, c'est vrai. Et donc nous on a pris l'exemple de Tom, donc le garçon qu'on voit ici, donc il a acheté un vélo en sortant de ses études, donc c'était un vélo vert qui allait bien avec sa pratique et à sa taille. Ensuite il est devenu banquier, donc il avait plus envie de transpirer pour aller au travail, donc il a dû racheter un nouveau vélo qui était électrique cette fois-ci. Et ensuite il a eu des enfants, donc il a dû acheter un vélo porteur pour avoir ses enfants à l'arrière. Et puis à la fin, ses enfants ont grandi, il avait besoin de se remettre au sport ou même de découvrir de nouveaux paysages, mais seul. Et donc il a racheté encore un vélo, mais qui était lui plus sportif. Donc en fait, là, à travers ce personnage, on se rend compte que le cycliste est confronté à plein de cas d'usage, cas d'utilisation. Et nous, notre solution, c'est de proposer donc, le meilleur investissement cycliste de votre vie. Donc c'est... éviter les 5 vélos qui sont au fond du garage et de se dire comment on peut faire du vélo qui a un mode de transport vert, qu'il soit pas vert en fait que quand on pédale en fait. Donc nous c'est ce qu'on a fait. Alors donc tout ça c'est possible grâce à une innovation qu'on a brevetée qui s'appelle Plug and Go. Alors je pense que je vais avoir des questions là-dessus parce que mécaniquement il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Donc notre brevet il porte sur un système d'assemblage qui permet d'assembler des tubes dans des raccords sans colle ni soudure en 10 minutes contre quelques heures quand c'est fabriqué dans les pays à faible coût de main d'œuvre. Donc ça c'est hyper intéressant. Déjà sur l'agilité au niveau de la fabrication, on est capable de personnaliser, d'améliorer les espaces de stockage parce qu'on reçoit des barres de tubes de 2 mètres, on les coupe et on les monte. Et puis derrière, on est ça hyper rapide sur la partie livraison. Nous, notre ambition, c'est de livrer entre 5 et 7 jours dans les magasins. Donc c'est vraiment un truc incroyable en plus en ce moment. Et en plus, l'idée, c'est de dire c'est un produit qui est bénéfique pour la planète et pour les économies. Je veux changer mon vélo, donc modulable, évolutif. Je ne suis pas obligé de changer tout le vélo, je change juste certaines pièces. Et nous, notre secret sauce, on va dire, c'est de simplifier tout ça. En fait, on est capable...
On aurait pu s'arrêter là et dire bon bah c'est super, on peut faire ça, mais la société va exister et la marque va exister que si on arrive à avoir une vraie valeur ajoutée sur l'accompagnement, sur l'expérience utilisateur, sur l'évolution et sur la gestion de la fin de vie. Parce que c'est sûr, vous achetez un de nos vélos, vous le faites évoluer, mais s'il vous plaît vraiment plus, vous inquiétez pas, il y a une offre de reprise avec en fait de l'économie circulaire. Donc on part avec 2 produits. On va faire plein de gammes, comme tous les autres, mais l'idée c'est qu'ils soient modulables entre eux. Donc les 2 premiers modèles, c'est des modèles urbains. Donc on a appelé Ref1 A6. Donc on est une marque française, mais on a fait ça en anglais, hein, parce que pour nous c'était plus stylé. Et donc Ref1 et Ref1 A6. Donc c'est 2 modèles qui sont typés VTC. Ils sont personnalisables. Le kit électrique est modulable sur le Ref1 et du Ref1 A6. Donc si vous achetez ce vélo, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et puis derrière, il y a une question de positionnement. Donc qu'est-ce qu'on faisait ? Est-ce que on vient concurrencer Decathlon ? On se met au même prix qu'eux en disant en fait on a des cadres qui sont pas chers et on l'équipe comme eux avec des composants qui sont pas terribles. Ou est-ce qu'on va se mettre sur le même positionnement marché que les Canyon, les Orbea, les Cannondale et de dire en fait nous on a une vraie histoire à raconter et c'est pas juste du sponsoring et vous n'êtes pas connu juste parce que vous avez sponsorisé le dernier gars qui a gagné le Tour de France, quoi. Donc voilà, nous ce qu'on propose c'est un positionnement qui est premium, 1 200 € sur le musculaire, 2 500 € sur l'électrique, avec des composants. Donc, vous remarquez derrière, il n'y a pas de haut-banc, donc c'est pas une chaîne, c'est une courroie avec passage de vitesse intégré dans le moyeu. Attention, et des freins à disque hydrauliques, bien entendu, pour bien freiner. Je vous parle simplement de la distribution, ça c'est assez important pour nous et c'est là aussi où on innove. Nous, on a une approche qui est orientée autour du cycle de vie du produit et donc on innove sur toute la chaîne. La fabrication, le sourcing, la fabrication, la distribution, l'utilisation et la fin de vie. Donc sur la distribution, on a un modèle qui est totalement innovant sur le marché et nous seuls sommes capables de le faire parce qu'on a ce brevet sur le cadre qui nous permet de monter super vite nos cadres. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter le cumul de marge. Vendre par Internet en direct. Sauf qu'on n'est pas connu, on n'a pas le temps de développer ça, et c'est assez risqué pour nous de miser que sur ça. Donc, on décide d'aller utiliser des magasins de cycle, enfin de s'appuyer sur des magasins de cycle, pas comme des distributeurs, donc ils n'achètent pas nos vélos, mais comme des apporteurs d'affaires. C'est-à-dire que vous avez... Oui. Est-ce bien ce que vous recherchiez ? Non, pas du tout. Alors, simplement, donc vous rentrez dans le magasin, vous avez 2 vélos qui sont ici, ils sont en test, ils vous plaisent, bien entendu. Vous les commandez via une tablette qui est positionnée, et puis le vélo en fait est directement livré dans le magasin pour la mise en circulation sous 5 à 7 jours. C'est super intéressant parce que nous, ça nous permet derrière d'éviter d'être sur les mêmes marges en fait que les magasins et que les autres marques. Voilà. Donc ça c'est le modèle qui nous permet de nous faire connaître et de gagner de l'inertie sur la partie c'est ça, connaissance en fait de la marque. Les prochaines étapes, donc rapidement, ce qu'on a fait et ce qui va arriver. Donc, on a une preuve de concept technique, un vélo avec lequel on roule depuis septembre. On vient de recevoir le MVP. Alors, MVP, c'est le Most Valuable Product. Donc, c'est le produit qui permet de vendre le vélo alors qu'il n'est pas encore parfait. Parce que dans le monde des startups, en fait, à partir du moment où on est fier de notre produit, c'est que c'est déjà trop tard de le vendre. Donc on en crée, on le fait tester et après on capte les retours. Il va être testé sur les bancs d'essai de la norme ISO 4210. Nous, le but, c'est que ce soit juste un bout de papier parce qu'on a fait tous les tests en interne avec de la simulation, avec des projets de recherche et développement avec les élèves. Et puis l'idée, c'est de capter les retours sur la vente de ces vélos. Sur une vingtaine d'utilisateurs, on capte les retours. Ensuite, on lance les précommandes. On fait un deuxième modèle et une livraison qui serait prévue pour février 2023. Donc là, aujourd'hui, on a levé des fonds pour aller sur les subventions, parce qu'une subvention, c'est jamais subventionné à 100%. Donc on est allé lever aujourd'hui 82,5 000 € via les alumni. Donc il y avait 10 alumni, c'est ça, sur les 14
sur les 14 investisseurs. Donc c'était assez incroyable. Merci à Vanessa et à tout le bureau. Et donc nous c'est ce qui nous permet maintenant de faire de l'effet de levier et de prévoir le futur. Une prochaine levée de fonds est prévue pour mars 2023 où cette fois-ci on va pouvoir se dimensionner industriellement et commercialement. Donc là l'idée c'est d'aller chercher une preuve de marché et d'aller chercher on va dire les meilleures métriques pour la suite. Voilà, on a quelques soutiens institutionnels et aussi certaines entreprises. Donc la BPI, aujourd'hui, avec qui on va décrocher un prêt d'amorçage, une aide au financement de l'innovation à hauteur de 250 000 euros. La région Auvergne-Rhône-Alpes sur Startup & Go. Donc c'était une subvention. La métropole, où aussi on a touché des subventions sur le prototypage. Tech 360 qui nous aide vraiment sur la partie technique. Avec tous ces projets de recherche et développement, la possibilité de bénéficier de locaux qui sont tout simplement incroyables parce qu'on peut stocker en fait nos outillages et commencer à prototyper. Et puis nous on a un deuxième incubateur. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est super important de développer Tech 360 parce que nous on a senti le besoin d'aller voir un autre incubateur parce qu'on manquait d'accompagnement on va dire sur certaines briques, notamment les stratégies de go-to-market ou marketing. Et donc on a senti le besoin d'aller voir ailleurs, on va dire. Donc on a ces deux incubateurs qui nous aident. Et puis on a d'autres aides, notamment des clusters mobilité industrielle et d'autres entreprises aussi. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions par rapport au vélo. Je pense au côté pratique, là, puisqu'il est montable en 10 minutes. Oui. Et si on se casse la figure, il ne tombe pas en morceaux, non? Alors, le montage. Il est garanti par la marque, bien évidemment. En fait, il y a des normes sur le marché. On ne peut pas aller sur le marché si on n'a pas passé des tests sur des bancs d'essai où il y a des centaines de milliers de cycles qui sont faits sur le vélo pour le vieillissement du vélo. Donc, nous c'est obligatoire. Donc dans tous les cas, il y a ce côté-là qui est nécessaire. Après, il y a une question aussi de rassurer le marché. Ben oui, parce que il y a des raccords de plomberie. Il faut un outil spécial pour démonter le raccord. Oui. Il s'enfile tout seul, mais après pour le démonter, il faut un outil. Donc quand on veut changer les pièces en 10 minutes, l'assembler en 10 minutes, et on le démonte en combien de temps? Mais c'est une super question. Voilà. Si on le donne à notre petite fille, il va être plus court, donc on change un des éléments. Et combien de temps il faut pour le changer et le remettre? C'est des questions pratiques. Mais je vous remercie. Précise la petite fille devenant grande fille. Oui, mais là c'est vrai qu'il y a plusieurs. Qui a 5 ans. Enfin bon, j'exagère. Hein. Mais ça c'est un potentiel marché, c'est vrai, pour les enfants qui grandissent. C'est un argument pour faire de la modif. Oui, c'est vrai. Mais on n'est pas sur ce marché-là au début. En tout cas, nous on vise vraiment l'urbain. Oui, c'est horizontal pour l'instant. C'est pas dans le vertical. Il faut du temps pour développer tout ça. Donc nous, ce qui est super intéressant, c'est que notre cadre est montable en 10 minutes par. En fait, on n'est pas obligé d'être un métallier pour le monter. Donc on peut le faire on peut faire par un simple intérimaire, par nous, par un enfant même, ou même directement l'utilisateur. Donc là, il y a une notion de do it yourself. Et le do it yourself, ça c'est quelque chose qu'on a prévu plus tard, mais aujourd'hui, on peut pas laisser de place à cette brique-là parce qu'il y a des risques de remontage du vélo. Et ça pourrait nuire à notre image de marque s'il y a des problèmes. Donc ça, on veut tout garder en interne. Et donc, on a des magasins réparateurs. Voilà, oui, qui sont là. Qui seront chargés de modifier. Exactement. D'accord. Exactement. Donc nous, on amène le produit. C'est pas à la maison qu'on modifie. Non. Exactement. En fait, on peut modifier tous les autres composants comme sur les autres vélos, mais à partir du moment où on touche au cadre et à l'évolution du cadre, en fait, c'est soit des réparateurs à domicile, dans un premier temps, soit des magasins partenaires. Voilà. Mais en fait, il y a une expérience utilisateur qui est hyper importante derrière, avec une prise de rendez-vous, calendrier interactif, et puis tout le monde est super sympa, donc voilà. L'élément de base, c'est le cadre. Oui. Et combien vous avez de briques accessoires pour faire évoluer le vélo, pour l'adapter aux besoins Alors aujourd'hui, par rapport donc à ces briques accessoires et les possibilités d'évolution, il y en a,
elles sont assez simples. Hein. Ça va être le panier, ça va être le garde-boue, ça va être les lumières, ça va être tout ce dont l'utilisateur urbain aura besoin. Après, il y a toutes les autres évolutions qui vont être liées aux gammes qu'on veut développer. Donc, comme tout à l'heure je vous ai montré, il y a l'électrique, il y a le cargo long tail, enfin le vélo avec les enfants derrière, il y a le vélo un peu plus sportif. Et puis il y a le nombre de vitesses, les plateaux. Voilà. Oui. Et alors tout sera lié aux gammes qu'on va développer. Donc nous, on se focalise sur un marché aujourd'hui qui est l'urbain parce que c'est là où on retrouve le plus de vélos inutilisés, abandonnés et vendus en fait. Donc nous, c'est notre marché cible au démarrage et c'est là où on veut aller. Il suffit de draguer la saude pour voir ceux qui ne sont pas utilisés. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, moi, ma question rejoint un peu les précédentes, mais peut-être comment avez-vous traité la question de la rigidité du cadre? Parce que le cadre est un assemblage d'un certain nombre de pièces. Oui. Alors, j'entends bien que c'est un usage, on n'a pas les mêmes exigences en matière de vélo urbain ou de vélo sportif, mais néanmoins, alors, je pense que vous avez la réponse puisque vous avez passé les tests. Mais sur quel problème vous êtes-vous heurté finalement dans cette conception de vélo modulable et de pièces d'assemblage, sachant que la rigidité du cadre est un élément fondamental, et pas que pour le vélo sportif, de la qualité d'un cycle et aussi du poids. Bien entendu. Alors c'est vrai que là, il y a deux questions, je vous remercie. En fait, on est... Comment je vais y répondre? Alors, dans un premier temps, il y a l'utilisation, on va dire, spécifique liée à une pratique. Là, il faut des experts, il faut des années d'expérience pour développer le cadre qui va avoir la meilleure rigidité et le meilleur poids. Nous, aujourd'hui, on est sur l'urbain. Donc, en fait, le vélo, il faut juste qu'il soit, on va dire... qu'il ait le minimum, qu'il soit en fait dans la moyenne en fait par rapport aux autres. Nous, par rapport à la rigidité, on n'a pas assez de recul pour dire qu'on est les meilleurs là-dessus. Mais en tout cas, on a travaillé via des simulations parce qu'on travaille on a travaillé déjà avec les élèves dans un premier temps et ensuite avec des bureaux d'études. Donc ça a été quelque chose d'hyper important pour nous. Après, bien entendu, notre cadre. Enfin, vous pensez qu'il est rigide ou qu'il est plutôt comment vous pensez qu'il est ce vélo? Eh ben non, au contraire. En fait, il est très rigide au niveau du boîtier de pédalier parce que on a, en fait, si vous voulez, la logique, ça a été d'aller le plus droit au but, le plus rapidement possible sur le prototypage. Donc, on a un vélo avec lequel on roule, mais qui est pas non plus. La preuve de concept, en tout cas, était pas non plus exceptionnelle. Mais le MVP qu'on a développé, lui, en fait, on a fait toutes les modifications qui font que le vélo, quand on roule avec, c'est un régal. Donc voilà, après, c'est travailler sur les jonctions, c'est dire qu'aujourd'hui, on réouvre le champ des possibles sur les raccordements, puisque, en fait, si on parle en technique ingénierie, un cadre, il a un nombre de degrés degrés d'hyperstatisme qui sont assez importants. Et donc, quand on vient les libérer avec notre système de jonction, et derrière, c'est rejouer les cartes et avoir d'autres sensations au pilotage, quoi. Mais vous inquiétez, vous pouvez venir l'essayer, on l'a pas ici. Alors au niveau du poids, là sur le vélo, on est à 13 kg sur le nouveau vélo. Donc c'est des poids qui sont... Ouais. Je m'excuse, il va falloir qu'on avance un tout petit peu, qu'on prenne une ou deux dernières questions. Dans tous les cas, vous aurez l'occasion de poursuivre vos échanges dans un temps un peu plus informel après ce focus. Voilà, Christian. D'accord. Oui, simplement deux questions pour rebondir sur ce que disait Gérard tout à l'heure, à savoir la rigidité, la souplesse et l'adaptation, les différents types d'utilisation entre le premier et le dernier, notamment le VTT qui peut être tout terrain, mais vraiment tout terrain, montagne aussi, qui a des chocs dynamiques très importants. Est-ce que par rapport à la 41-21, les normes c'est une chose, mais la réalité parfois est différente? C'est vrai pour les vélos comme c'est vrai pour les bateaux, je fais de la voile, et c'est là très différent, et que finalement la réalité peut être tout autre. Deuxièmement, ça veut dire que par rapport aux utilisations, il peut y avoir des matériaux utilisés pour les tubes en particulier qui sont différents, puisque apparemment, si j'ai bien compris, les points de liaison sont les mêmes, quel que soit le vélo, quelle que soit son évolution, pour conserver le concept qui est de départ. Est-ce que par rapport à ces tubes qui peuvent être en différents matériaux, vous avez pensé aussi à la disponibilité
des matériaux, vu aujourd'hui la difficulté qu'ont certaines entreprises. On en discutait, nous, en promotion, dans le cas d'une sortie promotion ECAM Golf 69, qu'il y a des entrepreneurs qui ont des problèmes absolument insolubles, très insolubles aujourd'hui par rapport à ce qui se passe et aux disponibilités d'acier, d'alu, etc., d'autres types de matériaux et même carbone. Donc, est-ce que ça, vous avez examiné la question? Merci. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que, enfin, nous, là, je peux répondre à votre question en même temps, qui était quels sont les matériaux pour notre cadre. En fait, aujourd'hui, on a des tubes qui sont en acier parce que c'est des tubes qui sont très filés en Bretagne et qui arrivent directement. Et on a des raccords qui sont faits en fonderie aluminium. Bien entendu, ouais. Donc en fait, c'est entre les deux. Après, nous, on est en train de travailler, on travaille dessus. Par rapport à nos volumes actuellement et ce qu'on veut faire, il n'y a pas d'incidence par rapport à ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention, en 6 mois, de sortir 10 000 vélos, quoi. Donc après, c'est juste de travailler avec des fonderies qui ont déjà... En fait, c'est eux qui gèrent les stockages de leurs matières premières. Voilà. Juste pour revenir sur la rigidité, alors c'est juste un témoignage. J'ai testé le premier. Entre le premier et le deuxième, il y a eu 3 mois. En 3 mois, le premier, effectivement, on sentait qu'on n'avait pas tout à fait le contrôle du vélo. Le deuxième, il est hyper agréable à rouler. Donc voilà, c'était juste un témoignage. Bon, j'ai compris qu'il y avait une fonderie, donc fondre des fibres de carbone, je ne crois pas que ça se fasse. Hein, donc on a une petite idée du matériau qui est utilisé. Oui, c'est de l'aluminium. C'est de l'alu, oui. Alors au passage, d'ailleurs, pour faire un petit peu de vélo, puis d'être une famille très vélo. Alors au passage, Romain, j'ai 17 vélos dans mon garage. C'est vrai ? Oui, des vélos. C'est vrai en plus. Donc pour faire un petit peu de vélo, ce qui est important, il y avait les cadres carbone. Maintenant, on revient au cadre alu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la vraie nervosité du vélo, c'est dans les roues. C'est la roue qui fait la qualité du vélo. Hein. Donc voilà. Donc je pense que les roues, vous avez imaginé quelque chose. Alors nous sur les roues, elles seront fabriquées en France. Ouais. Alors je donne pas de nom parce que c'est filmé. Mais ouais, l'idée c'est d'intégrer un maximum de composants qui sont fabriqués en France, quoi. Et du coup, les roues, on a la chance d'avoir des composants français. Donc voilà, c'est la qualité. Jean-François, tu veux intervenir ? Oui. Tu veux conclure ? Merci à vous et merci aussi au réseau pour nous avoir donné la chance de continuer ce beau projet. Et la route est encore longue, mais il y a plein de choses qui vont arriver, qui arriveront, de belles choses, d'un peu moins belles, je pense. Mais voilà, l'idée c'est d'apprendre aussi et de prévoir, on va dire, tous les problèmes qui peuvent se passer. Merci Romain. Dernier mot, conclusion. Voilà pour la présentation de ces deux projets. Si vous voulez participer au club Tech 360, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur LinkedIn. Un petit message, on échange nos coordonnées, etc. Mardi prochain, on fait une réunion du club Tech 360 pour amorcer ça avec les premiers volontaires. Donc n'hésitez pas à venir. Un petit mail, j.denikian@tecam.fr. Même chose. Et puis voilà, et puis on va écrire l'histoire ensemble. Merci à vous en tout cas. Bon, pour conclure d'ailleurs, cette manifestation, on peut la relayer sur le site Alumni. Bien sûr. Hein ? Elle sera relayée. Très bien. Donc pour conclure cette conférence, déjà je remercie tous les participants. Où ils sont nos jeunes ? Ah, ils sont là. Les Jean-François, les incubés, etc. Je remercie aussi les participants. Donc merci pour vos questions, merci pour vos interventions. Je pense que ça vous a intéressé. Donc quelque part, on a réussi un Prenez Challenge. Et puis je terminerai en disant qu'on est en droite ligne des besoins de la ECAM Alumni, puisqu'on a découvert une application qui va permettre aux promotions de se réunir et qu'on a un président avec un responsable de la taxe d'apprentissage qui sont inscrits à l'Ardéchoise. Donc, je rappelle, l'Ardéchoise, c'est une épreuve de vélo. Donc, on est en plein dans les alumni. Hein, vous voyez, ça fait partie des problématiques. Donc, je vous remercie tous. Vive l'entrepreneuriat. Hein, vive les idées. Et puis, vive l'association et vive les CAM.